D'abord, on peut quand même considérer que, je dirais, le projet sioniste lui-même, on pourra parler des mots tout à l'heure, de l'importance des mots, mais c'est une forme de colonisation. Enfin, le premier fonds qu'a créé Herzl, c'est le fonds de la colonisation. Mais surtout, ce qui s'est passé à partir de 67, c'est-à-dire cette reconquête en fait du territoire ancestral d'Israël, de la Judée-Samarie biblique, c'est un processus qui est complètement à contre-courant de l'histoire européenne. Et c'est pour ça aussi que ça crée beaucoup d'hostilité, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de simplification, des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, je voulais justement, moi, rentrer, en fait, porter le fer sur ces sujets qui font polémique, qui souvent créent beaucoup de problèmes à Israël, pour expliquer qu'est-ce qui faisait cette exception, en quoi consistait exactement cette exception, et pourquoi, en vérité, il ne fallait pas du tout en avoir peur, au contraire. Alors, autour des sujets du nationalisme et de l'identité, etc., est-ce qu'on serait plutôt précurseur qu'à contre-courant par rapport à l'Europe? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est en tout cas, je dirais, je pense à l'avant-garde. C'est-à-dire que ce qui est en train de se repasser, et d'ailleurs, Olivier Rubinstein, qui m'a aidé à publier ce livre, m'a dit bon, mais c'est pas si exceptionnel que ça, Israël, puisque finalement la Hongrie, le Brésil de Bolsonaro, l'Inde de Narendra Modi, d'une certaine manière l'Angleterre de Boris Johnson, tout ça, c'est aussi des pays qui suivent ce mouvement. C'est vrai, la Hongrie d'Orban, bien sûr, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Israël est proche de ces pays maintenant. Donc il y a un retour, je dirais, au nationalisme, il y a un retour à l'identité dont Israël a été à l'avant-garde. Et c'est pour ça que je pense plus profondément qu'Israël, au lieu de camoufler en fait tout ça, d'essayer d'apparaître comme une démocratie libérale qu'elle l'est de moins en moins, doit au contraire assumer ça et entamer un dialogue sur ces bases-là, on voit bien qu'il y a maintenant des gens tout à fait prêts à entendre ces discours et à entendre ces positions. Dans votre livre, vous établissez un lien constant entre la Shoah d'un côté et le sionisme et l'État d'Israël de l'autre. Vous donnez une place très importante à la Shoah dans l'imaginaire israélien, même chez ceux qui ne l'ont pas vécu directement ou à cause du décalage géographique ou historique. Expliquez-nous ce lien. Est-ce que vous soutenez la thèse selon laquelle, sans la Shoah, Israël ne serait pas né? Alors clairement, non. C'est pour ça que j'ai hésité à commencer le livre avec cette tenaille du 9 novembre 1938, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a rien de pire que de propager l'idée selon laquelle Israël aurait été créé grâce, entre guillemets, ou même à cause de la Shoah. Il est évident que toutes les structures de l'État d'Israël étaient en place bien avant la Shoah. La création de l'université hébraïque, ça date de 1925, la Haganah en 1920. Enfin, tout était en place, évidemment, avant. Ben Gurion disait d'ailleurs souvent qu'il a eu un État, mais il a perdu le peuple qui allait avec après la Shoah. Donc, ça a été évidemment une catastrophe, à la fois pour le peuple juif, mais aussi pour l'État d'Israël. Maintenant, il y a quand même une concomitance de dates. Et je pense que c'est important, comme tu l'as dit, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas du tout qu'Israël doit quelque chose, doit son existence à la Shoah, mais effectivement, la Shoah imprègne l'éthos israélien. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et notamment donc, à travers cette tenaille du 9 novembre 1938, parce que donc, le 9 novembre 1938, c'est la nuit de cristal, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire que c'est véritablement le début de la Shoah. Ça peut paraître curieux avec le recul historique, mais jusqu'au 9 novembre 1938, les Juifs pensaient que ça allait s'arranger, qu'Hitler allait se calmer. Il y a même eu une vague de retour en Allemagne après les Jeux Olympiques de 1936, parce qu'il y avait eu aussi le statut des Juifs de Nuremberg. Et les Juifs se disaient, bon, finalement, on est certes des citoyens de seconde zone, mais on a quand même notre place en Allemagne. Et les rabbins, d'ailleurs, étaient assez contents que les mariages mixtes soient interdits. Donc les Juifs se disaient, bon, on va pouvoir s'accommoder de ce pouvoir. Et puis, bon, Hitler passera, comme avant, on en a vu d'autres passer. Or, le 9 novembre 1938, après ce pogrom, donc de la nuit de cristal, ils comprennent très bien quelles sont les intentions d'Hitler et ils comprennent que c'est sans retour. Et là, c'est trop tard, parce que la conférence d'Évian vient de se dérouler. Tous les pays du monde, hormis la République dominicaine, ont fermé leurs portes aux Juifs. Donc, il n'y a plus où aller. Et le seul pays qui peut les accueillir encore, ça reste la Palestine mandataire. Or, ce même 9 novembre 1938, à Westminster, à Londres, le Parlement va voter le livre blanc. L'après-midi en fait du pogrom de la nuit de cristal, les Britanniques décident en fait de fermer les portes d'Eretz Israël aux Juifs. Et là donc la tenaille en fait se referme et le peuple juif
en fait, sur le papier, était perdu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas il était chassé d'Allemagne, il a été chassé d'Europe, a été exterminé, et en même temps, il n'avait plus du tout se réfugier. Et donc, c'est évidemment quelque chose de complètement tragique, et et en même temps de miraculeux, parce que 10 ans plus tard, en 48, il va obtenir des nations la création de l'État, il va se reformer en tant que nation, avec une armée, des frontières, etc. Et ça, alors non seulement c'est unique dans l'histoire de l'humanité, mais surtout dans le contexte en fait de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est parfaitement inouï. Donc c'est ça que j'ai voulu raconter, et ça a donné quelque part le fait d'être sorti en fait de cette tenaille, d'avoir réussi à survivre à tout ça. Ça a donné quelque part une force aux Israéliens de se dire finalement tout est possible. Parce que si on s'est sorti de ça, si on a surmonté ces épreuves et qu'on a réussi à construire un des États les plus puissants de la planète, en partant finalement de descendre d'Auschwitz, c'est qu'on est capable de tout. Alors, c'est vrai qu'on oublie souvent le rôle criminel des Britanniques dans cette histoire, et ça nous amène à la question suivante. Dans le chapitre 2, vous évoquez l'acquisition des capacités de combattre par le Yishuv avant la création de l'État d'Israël, mais comme on est au centre Begin, donc j'aurais quelques remarques. Vous omettez totalement les actions de Zev Jabotinsky dans ce sens, ainsi que la différence de ligne entre la Haganah et le Irgun. Zev Jabotinsky faisait partie des créateurs de la Haganah. On l'oublie, on le lit toujours au Irgun, mais il faisait partie des créateurs de la Haganah. Et il y a aussi, donc, comme je disais, les différences de ligne entre la Haganah et l'Irgun. La Haganah, elle était plus, comme son nom l'indique, elle était défensive. Elle a été créée pour se défendre face aux attaques des Arabes environnants, alors que le Irgun avait une approche plus offensive. Et après, c'est le seul organisme avec le Lehi et le groupe Stern qui a adopté la politique de révolte contre les Anglais pour les faire partir d'ici, comme on a dit, à cause de leur rôle criminel. Donc, je voulais rappeler le rôle de Jabotinsky dans cette histoire. Non, tu as raison. Je n'ai pas vraiment abordé en fait ces dissensions parce que ce n'était pas le sujet du livre, puis ce n'est pas des sujets que je maîtrise véritablement. Moi, j'avais terminé en revanche le livre précédent par une citation de Jabotinsky et qui est au centre en fait aussi de cet ouvrage. C'est cette notion du mur de fer ou du mur d'acier, je ne sais pas comment on peut le traduire. C'est-à-dire, c'est cette idée que le nationalisme des Arabes est aussi respectable en fait que le nationalisme juif, mais qu'il n'y a pas de la place pour ces deux nationalismes. Et ça, c'est vraiment au centre là, de ce livre, c'est-à-dire que le nationalisme juif donc s'affirme par le sionisme et il monte en puissance au fil des années, au fil des décennies. Mais ce qui est certain, et c'est ce que les gens doivent comprendre, et ce que Jabotinsky a compris dès les années 20, c'est qu'il n'y a pas de concession possible en fait. Il ne peut pas y avoir, on le voit bien actuellement, par exemple, ce qui se passe à Jenin ou à Naplouse, il ne peut pas y avoir deux nationalistes concurrents sur une même terre. Ou alors ça s'appelle la guerre et c'est en fait ce qui se passe et que aussi toute une partie en fait de l'Israël d'aujourd'hui ne veut pas admettre. Alors, un des sujets que vous traitez longuement dans le livre, c'est le sujet des Haredim, du judaïsme orthodoxe, hostile au sionisme depuis ses origines, et qui devient aujourd'hui partie prenante de la société israélienne de facto. Ce sujet est récurrent dans l'actualité en Israël, comme on l'a revu il y a encore quelques semaines autour du vote pour le nouveau budget de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez le drame de Méron il y a 2 ans comme symbole du monde haredi, comme illustration de ce qui se passe au sein du monde haredi, et c'est sur leur manière de collaborer avec l'État. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez ce point. Alors, effectivement, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Méron en 2021, en mai 2021. Donc, c'était en sortie justement du Covid, où le pèlerinage reprenait vraiment vie après avoir été arrêté pendant le Covid. Et donc là, il y a ce drame terrible, donc avec 45 morts après une bousculade. Et donc je me suis entretenu longuement avec le frère en fait d'une des victimes de Méron, qui est une famille chassidique, mais lui, ce frère, il est toujours religieux, mais il est plus maintenant Dati Leumi. Mais dans tout état de cause, il a monté une organisation, il mène une croisade contre les organisateurs de Méron, parce que lui dit finalement, ce qui s'est passé, c'est le résultat de l'incurie, de la corruption, de cette incapacité des Haredim à s'insérer dans les structures de l'État et à en respecter les lois. C'est en fait ce qui a conduit au drame de Méron. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des consignes élémentaires de sécurité, parce qu'ils n'ont pas tenu compte
des consignateurs de voies d'accès. Et finalement, ils ont comme ça vendu des billets un peu sous le manteau, comme ils font tout le temps. Il y a toute une constellation d'organisations qui sont censées collaborer entre elles, mais qui ne collaborent pas. Bref, ça décrivait très bien en fait, le fonctionnement du monde Haredi. Et ce qui me paraissait vraiment intéressant dans cette histoire, c'est en fait, je dirais, la responsabilité des élites chez les orthodoxes. Et ça m'a rappelé une autre responsabilité, c'est ce dont je parle dans le livre, c'est la responsabilité qu'ils ont eue pendant la Shoah, justement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la Shoah, donc chacun le sait qu'évidemment, les Haredim ont rejeté Herzl, ont rejeté le sionisme. Pas d'ailleurs aussi complètement qu'on le croit, mais en tout cas, l'élite harédite, oui. Il y a même quand on parle de tension maintenant, en fait, c'était rien par rapport à ce que c'était au début, parce qu'il y avait même des meurtres en fait entre eux, ce que je raconte aussi dans le livre, entre les Haredim et les sionistes. Mais donc le fait qu'ils aient rejeté en fait le sionisme, ça les a conduits à être complètement aveuglés durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à dire aux gens, je veux dire, jusqu'en janvier, février 1944, les rabbins hongrois disaient à leurs ouailles que tout allait bien se passer, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et 2-3 mois plus tard, ils étaient tous à Auschwitz, parce qu'en fait, il y a une déconnexion du réel. Et cette déconnexion du réel, en fait, on peut la comprendre que si on remonte 2000 ans en arrière, c'est-à-dire au moment de la destruction du temple, où là, le peuple juif aussi a frôlé l'extermination dans cette guerre contre les Romains, et où là, les rabbins, à ce moment-là, au contraire, ont sauvé en quelque sorte le peuple juif de ces démons nationalistes. Donc, Yohanan ben Zakkai dit aux Juifs, il faut arrêter le massacre, il faut se rendre en fait aux Romains, et il faut reconstruire le judaïsme, plus du tout sur une base nationale, mais sur une base essentiellement religieuse. Donc, c'est Yavne, le judaïsme rabbinique qu'on connaît jusqu'à nos jours. Mais quand l'heure du retour, d'une certaine manière, a sonné, les Haredim n'ont pas compris. Et en fait, ils ne comprennent toujours pas. Parce que ce qu'on voit actuellement à l'œuvre, dans l'actuelle coalition, c'est effectivement des gens qui sont toujours en fait recroquevillés sur leurs intérêts claniques, qui sont en fait au gouvernement essentiellement pour obtenir des prébendes, des subventions, etc., mais qui n'ont aucun projet de société. Alors que même, à la limite, c'est eux qui devraient penser la société juive, parce que c'est eux qui ont accès au texte, qui ont accès au Talmud, mais ils ont réduit, si vous voulez, le Talmud à un livre de loi galoutique, c'est-à-dire, c'est ce que je décris aussi dans le livre, en fait, qui tourne en fait sur lui-même, et ils ne sont pas du tout, si vous voulez, à la hauteur des enjeux de notre époque. Et ça, en fait, c'est inscrit finalement, c'est inscrit quasiment depuis le début, puisque pour eux aussi, le nationalisme, c'est la guerre. Depuis le début, ils sont encore, si vous voulez, dans l'époque de la destruction du temple, ou alors dans l'époque de Shabtai Tzvi au XVIIe siècle, où là, si vous voulez, tout messianisme, tout nationalisme est assimilé à un messianisme mensonger et donc est à bannir. C'est tout ce que je raconte dans ce chapitre-là. Et tout l'enjeu, en fait, pour les Haredim, c'est d'une certaine manière de se mettre au diapason de leur base. Parce que les jeunes Haredim, eux, ont envie de travailler. D'ailleurs, ils travaillent, ce que je décris dans le livre. Ils vont dans la high-tech, ils vont dans les universités. Ils ont envie d'aller à l'armée. Moi, je me suis entretenu avec des dizaines de jeunes Haredim dans des reportages, dans des rencontres, etc. Il y a des forces de vie, si vous voulez, qui sont éteintes complètement par cette élite qui ne comprend pas en fait du tout, qui n'est pas du tout à la hauteur de l'époque. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti de Méron, qui est un événement extrêmement contemporain, et je suis remonté 2000 ans en arrière pour qu'on comprenne ce qui se passe, en passant bien sûr par la Shoah. Alors, toujours sur ce sujet-là, vous terminez ce chapitre en disant que le monde orthodoxe est aujourd'hui l'allié de ce qu'on appelle l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire Smotrich et Ben Gvir. Comment vous expliquez cette évolution alors qu'il y a 30 ans, les Haredim siégeaient au sein du gouvernement de Yitzhak Rabin et qu'ils ont voté les accords d'Oslo? Alors d'abord, oui, il y a quand même, c'est ce que je disais, il y a une évolution de la base. Par exemple, on a constaté aux dernières élections qu'il y avait beaucoup de Haredim qui votaient Ben Gvir, de jeunes Haredim. Mais cette association là dont vous parlez, elle est purement conjoncturelle, elle est opportuniste. C'est-à-dire que voilà, il y a une configuration politique qui est ce qu'elle est, et les Haredim se sont alliés avec, enfin en tout cas siègent dans la même coalition. Mais il n'y a pas vraiment d'alliance idéologique, même si heureusement, bien sûr, il y a des ponts. Il y a maintenant très peu de leaders Haredim qui soutiendront que le sionisme est une erreur, qu'il faut revenir en arrière. Il y a aussi beaucoup de Haredim qui comprennent l'importance de l'implantation en Judée-Samarie. Il y a bien sûr beaucoup de Haredim qui encouragent aussi ce mouvement d'intégration de la jeunesse dans la société. Mais si vous voulez, c'est une alliance qui n'est absolument pas idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune remise en cause, en tout cas au niveau des penseurs de ce monde, au niveau de son élite. Il n'y a eu aucun travail intellectuel de fait pour justement
comment dirais-je, se rapprocher véritablement du sionisme religieux. Et ça, je pense que c'est absolument regrettable, surtout du point de vue démographique, parce qu'effectivement, les Haredim pèsent de plus en plus lourd au point de vue démographique, donc ils seront obligés de passer par là, par une récapitulation finalement de leur idéologie et par une ouverture aux autres tendances du judaïsme, mais c'est encore très, très, très embryonnaire, malheureusement. Un des autres sujets que vous traitez, c'est bien sûr le sujet des territoires de la Judée-Samarie. Vous décrivez la politique israélienne constante des gouvernements de droite comme de gauche quant à la Judée-Samarie, qui voient en elle un bien stratégique auquel on ne peut pas réellement renoncer. Ce n'est pas juste des arguments religieux, etc. Il y a bien évidemment un problème stratégique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, la communauté internationale aussi comprend ce problème-là, voire même le monde arabe, peut-être que même le monde arabe le comprend, ce qui explique le fait que les revendications sont faites en permanence, mais qu'il n'y a jamais de réelle pression à ce sujet-là? Ouais, c'est une bonne question. Le monde arabe, ce qui est assez particulier, c'est que c'est au moment en fait où je dirais l'emprise d'Israël sur la Cisjordanie se renforce, et sur Jérusalem d'ailleurs, et la revendication sur le mont du Temple se renforce. C'est ce moment-là que choisissent les Arabes pour se rapprocher d'Israël. C'est quand même assez singulier. C'est-à-dire qu'en fait, et en plus, ce sont les pays qui détiennent la légitimité islamique qui se rapprochent d'Israël. C'est-à-dire en fait l'Arabie Saoudite, donc pour l'instant par le biais des Émirats, mais sans doute bientôt directement, et le Maroc, qui sont vraiment les pays détenteurs de la légitimité islamique. Ils ont presque attendu que Ben Gvir, ça s'est fait évidemment avec le président du gouvernement, mais je veux dire, ils savent très bien ce qui se passe. Il a été reçu à l'ambassade. Voilà, il a été reçu hyper chaleureusement à l'ambassade de Tel Aviv. Mais ça interroge beaucoup. C'est-à-dire sur ceux qui disent que monter sur le mont du Temple, c'est préparer la Troisième Guerre mondiale. On s'aperçoit qu'en fait, plus on monte sur le mont du Temple, de cette manière, plus les Arabes se rapprochent d'Israël. Bon, ça, je dirais que ça reste encore à éclaircir parce qu'on est vraiment au tout début du processus. Concernant les pays européens et les États-Unis, alors, ce qui est quand même à noter, c'est qu'effectivement, et qu'on note peut-être pas assez souvent en Israël, Israël est un pays qui n'a jamais été véritablement sanctionné. Il y a des votes, évidemment, à l'ONU, mais qui sont en fait des votes essentiellement symboliques. Alors, une fois, par la trahison d'Obama, on se souvient que le Conseil de sécurité avait voté contre Israël, mais en général, le Conseil de sécurité ne vote pas contre Israël à cause du veto américain. Mais en tout cas, si on compare par exemple à la Russie, après l'invasion de la Crimée, pardon, elle a été très sanctionnée, après évidemment l'invasion de l'Ukraine aussi. Si de telles sanctions s'abattaient sur Israël, ce serait extrêmement problématique. C'est ce que je dis dans le livre, c'est Sari Ben Semoun qui m'a convaincu de ce point, c'est que effectivement, si il y avait des procédures qui aboutissaient à la Cour pénale internationale ou des sanctions économiques, pour un petit pays comme Israël qui est très, très, très ouvert économiquement vers l'extérieur, ce serait absolument dramatique. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, la communauté internationale s'abstient de condamner véritablement Israël, sinon verbalement. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'elle comprenne ce qui se passe dans les territoires? Non, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les Israéliens eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe dans les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait un peu au corps défendant des autorités. En tout cas, dans sa partie, je dirais, idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tout petit noyau idéologique, donc au début, autour du Gush Emunim, aujourd'hui, plus autour donc, du parti de Ben Gvir, Bennett, Smotrich, toute cette constellation de droite. Où effectivement là il y a des aiguillons qui poussent à construire, qui savent ce qu'ils font idéologiquement, qui connaissent en fait le but de tout ça. Mais bon, au sein du gouvernement, je pense pas que, ou en tout cas dans l'administration, c'est sûr, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient très au fait de la pensée du Rav Kook ou de ce que peut représenter l'implantation en Judée-Samarie. Maintenant, et ça j'en parlais hier, pas plus tard qu'hier matin, avec des ultra-gauchistes à Haïfa, qui donc eux luttent contre la colonisation. Et le type qui est un type extrêmement pointu, là, Adam Raz, peut-être que tu connais, qui écrit souvent dans Haaretz, un historien donc d'extrême gauche, me disait ce qui est certain, c'est que ce processus de colonisation, il a 90% de sa motivation n'est pas du tout idéologique. C'est ce que je raconte aussi dans le livre. C'est une colonisation économique, c'est parce qu'Israël a besoin de place, a besoin des ressources, de l'eau, de l'air. Maintenant, on a vu avec les éoliennes dans le Golan, du champ électromagnétique, de l'espace aérien, évidemment du foncier surtout, qu'il y a là-bas en Cisjordanie. C'est-à-dire que sans vouloir faire de références trop sulfureuses, c'est un véritable espace vital pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas se développer sans la Judée-Samarie désormais. Et ça, par contre, les planificateurs le savent. Et ils n'ont pas, si vous voulez, le fond idéologique. Mais en tout cas, au niveau pragmatique, ils savent très bien. Et ça, me lisait ce type-là, cet historien, depuis les années 60, avant la guerre des 6 jours, il y a déjà des traces dans les rapports de l'administration de hauts fonctionnaires qui disent attention,
on va avoir besoin tôt ou tard de ce territoire si Israël veut continuer à assurer son développement. L'ancien chef de la Cour suprême, son nom est Meir Shamgar, qui était, avant la guerre des 6 jours, il était chef de la Praklitut Tzvaït, donc comment dire, du corps judiciaire de l'armée. Il avait planifié la manière dont Israël pourrait administrer les territoires en Judée-Samarie, sans savoir que la guerre des 6 jours c'est intéressant. allait éclater un jour. Donc, quand Israël a conquis la Judée-Samarie, tout était prêt, parce que lui, il avait tout préparé à l'avance. Mais donc, ce sujet-là, ce côté qui est plus stratégique, est-ce que, selon toi, la communauté internationale le comprend? Ça dépend laquelle. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, je dirais que les pays autoritaires peuvent peut-être le comprendre. Par exemple, le Maroc, qui a quelque chose de comparé avec le Sahara occidental, peut comprendre comme ça cette prétention qu'on peut avoir sur un territoire et cette volonté de la conquérir. Maintenant, les Occidentaux, et singulièrement la France, que c'est quand même ça qui nous touche le plus, sont complètement marqués à la fois par la Shoah, mais aussi par la colonisation. Et donc, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Et c'est le sens de mon travail en général, c'est d'expliquer aux Français que, bon, même s'il y a des points communs, ce n'est pas la colonisation de l'Algérie, ce qui se passe ici. Et eux, mais finalement, ont été prêts à renoncer à un territoire extrêmement important du point de vue stratégique pour eux. Il y avait des essais nucléaires là-bas, il y avait du pétrole, il y avait énormément de ressources agricoles dans l'Algérie française. Et ils ont été prêts à y renoncer, je dirais, uniquement par idéologie, puisqu'ils avaient gagné militairement la guerre contre le FLN. Mais par idéologie, parce que la colonisation, ce n'est pas bien, ils ont abandonné ce territoire et ils ont même engagé un processus de contre-colonisation de leur territoire. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent pas comprendre, nous, cette attitude. Enfin, je parle encore une fois des élites. À la limite, ceux qui comprennent le mieux ce qui se passe ici, c'est l'extrême droite française. Parce qu'elle a effectivement cette nostalgie et elle pense que la décolonisation, en tout cas telle qu'elle s'est faite, a été une erreur. Et elle comprend cette propension que peut avoir un peuple à vouloir s'étendre, à vouloir conquérir et même reconquérir son territoire. Je pense que, par exemple, je ne me suis jamais entretenu avec eux, mais je pense que les nationalistes serbes peuvent très bien comprendre, parce que ce qui se passe au Kosovo, ça a beaucoup de points communs avec ce qui se passe en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Même aux États-Unis, au sein de l'aile droite du Parti républicain, alors ça, il y en a qui comprennent même le côté idéologique. Ouais, ça, c'est les évangéliques, plus, qui effectivement, eux... Mais bon, là, ça se rapprocherait carrément des disciples gérés du Rav Kook, c'est-à-dire que pour eux, c'est un commandement divin et les prophéties divines doivent s'accomplir et effectivement, ça passe par la conquête totale de la Cisjordanie. Et notamment, ce qui est intéressant des lieux saints, puisque je dirais quasiment les seuls lieux saints du peuple juif sont en Judée-Samarie, ce qui est complètement fou du point de vue historique, parce que même le mont du Temple est en Judée-Samarie au niveau du droit international, quoi. Alors, toujours sur ce sujet du territoire, dans vos chapitres sur ce sujet-là, vous faites 2 analyses que je trouve intéressantes, que je n'avais jamais entendues, que j'aimerais que vous développiez. La première est celle concernant la différence entre l'apartheid en Afrique du Sud et la situation des Palestiniens dans les territoires, parce que malheureusement, on entend beaucoup de comparaisons entre les deux et vous faites une... Enfin, malheureusement ou pas malheureusement, c'est important, encore une fois, de prendre ça de front. Bon, très bien, on nous accuse de pratiquer un apartheid en Israël. D'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Moi, je me suis pas mal documenté sur l'Afrique du Sud, c'est une histoire assez passionnante d'ailleurs. Faut savoir qu'en Afrique du Sud, en fait, les premiers arrivés, c'était les Blancs, c'était pas les Noirs. C'était des colons néerlandais qui sont arrivés au Cap de Bonne-Espérance à l'époque où c'était un des territoires désertiques, donc pour sécuriser le commerce international qui décollait à cette époque-là. Et en fait, les Noirs sont descendus attirés par le progrès économique qu'ont généré les Blancs. Et ça rappelle souvent un des arguments sionistes de dire oui, mais s'il y a autant d'Arabes, c'est parce qu'on a créé du travail pour eux, donc ils sont arrivés de Syrie, d'Égypte, etc. C'est un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Mais la différence, c'est qu'en fait, les Afrikaners, eux, ils rêvaient d'un État palestinien. C'est-à-dire qu'ils rêvaient que les Noirs prennent leur indépendance et créent des États. Il y a plusieurs projets qui ont avorté, parce que ce n'était pas du tout le projet de Mandela. Et je dis souvent que si Israël avait eu affaire à un Mandela, il n'y aurait peut-être plus d'État d'Israël. Si à la place d'Arafat, c'était Mandela, parce qu'il aurait dit, bon, bah, très bien, on va faire comme Mandela, un homme, une voix, on va voter. Et puis, il se serait passé exactement ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'en fait, les Blancs deviennent minoritaires et ils commencent à quitter le pays où ils sont réduits à des enclaves sécurisées, etc., parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant en Afrique du Sud. Donc oui, il y a des points communs. Et par exemple, quand on parle d'apartheid, la situation, si vous voulez, juridique des Palestiniens en Cisjordanie peut faire penser à la situation des Noirs parce qu'ils n'ont pas le droit de vote à la Knesset alors qu'ils sont occupés militairement par l'armée israélienne.
Leurs déplacements sont contrôlés par l'armée israélienne. En fait, de la naissance à la mort, les Palestiniens sont contrôlés par Israël. Ils sont surveillés par des moyens électroniques ou par des collaborateurs palestiniens. Donc, il y a tout un tas, si vous voulez, de choses qui peuvent rappeler l'apartheid. J'avais écrit un article dans le Figaro et le correspondant du Monde m'avait répondu, là, Benjamin Barthes, parce que j'avais dit qu'il y avait aussi une notion de ce que les Sud-Africains appelaient pitié apartheid, c'est-à-dire l'apartheid mesquin, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux files, une pour les blancs, une pour les noirs. Ça, c'est nouveau, hein, c'est venu vraiment vers la fin de l'apartheid. Mais en Cisjordanie aussi, il y a ça. Il y a des files de voitures où les Juifs passent tout de suite et puis les Palestiniens, il faut qu'ils attendent. Donc voilà, ça, il ne faut pas se le cacher. Alors, quelles sont les raisons, quelles sont les justifications, quel jugement moral on peut porter là-dessus, ça, c'est un autre problème. Mais il ne faut pas le dissimuler. Par contre, il y a une différence fondamentale avec l'Afrique du Sud, et je pense que c'est la différence fondamentale, c'est que c'est une ségrégation qui n'est pas basée sur la race. Parce que les Palestiniens sont exactement de la même ethnie que les Arabes israéliens. Or, les Arabes israéliens ont tous les droits, y compris d'ailleurs en Cisjordanie. Ils peuvent circuler comme ils veulent. À la limite, les Arabes israéliens, c'est des super Israéliens parce qu'eux, ils peuvent vraiment aller partout. Un jour, j'en ai rencontré un qui revenait de Syrie, qui avait acheté là-bas un stock de cigarettes, qui revendait ici. Enfin, ils ont une espèce de liberté totale. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et donc, c'est évident que ce n'est pas une ségrégation raciste. C'est une ségrégation qui se justifie par la sécurité, mais aussi par la politique, parce que on peut pas annexer, Israël ne peut pas annexer ces populations parce qu'il mettrait en cause l'équilibre démographique, pas seulement d'ailleurs, mais entre autres son équilibre démographique. Et donc, il est dans ce dont je parle, dans ce fameux piège de 1967 qu'a théorisé Micha Gutmann, assez mal d'ailleurs, mais l'expression est bonne. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir. C'est-à-dire on peut pas, Israël ne peut pas quitter les territoires et il ne peut pas non plus y rester. Donc c'est une séquence historique très, très particulière. Alors justement, vous avez parlé de la raison démographique pour laquelle on ne peut pas quitter les territoires, ou annexer les territoires, pardon. Oui, mais vous dites que ce n'est pas la seule. Alors quelle est l'autre Ah oui, raison c'est une question sécuritaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Gil Michaeli qui m'a soufflé ça. Il m'a dit, bon, tu parles toujours de démographie, du danger qu'ils deviennent majoritaires à la Knesset, mais il me dit, ce n'est pas le problème tellement s'il y a 10, 20 députés arabes en plus. Il me dit, le problème, c'est que dès lors qu'on annexe la Cisjordanie, qu'on en fait un territoire, partie intégrante d'Israël, on ne peut plus laisser le Shabak opérer comme il opère maintenant. Or, le Shabak a placé quasiment un agent derrière chaque Palestinien. Enfin, bon, c'est connu maintenant, c'est une banalité, il y a le feuilleton Faouda. Tout le monde sait très bien que ce qui fait tenir le conflit à un niveau de violence aussi bas, ma femme n'aime pas trop quand je dis ça, parce qu'évidemment, chaque mort, c'est un drame, mais globalement, c'est quelque chose qui est tenable au niveau de l'État. C'est que la machine sécuritaire israélienne est omniprésente en Cisjordanie. Et elle échappe au contrôle de la Cour suprême. C'est d'ailleurs un des enjeux aussi du combat autour de la Cour suprême, c'est que la Cour suprême ne peut pas réellement intervenir dans ce qui se passe en Cisjordanie parce que c'est une zone militaire, c'est une zone grise d'une certaine manière, et qui permet à Israël de maintenir une surveillance extrêmement étroite, de mener des opérations quasiment tous les jours. Un jour, j'ai parlé avec le maire de Naplouse, il m'a dit que lui, il retire sa police tous les jours à minuit des rues, et c'est l'armée israélienne qui intervient jusqu'à 6 heures du matin. Il laisse littéralement les clés d'Israël, de sa ville à Israël tous les jours. Donc ça, c'est des choses que c'est plus possible. Il en est peut-être content. Ouais, il y a différentes approches. Ce qui est certain, il faut quand même vraiment relativiser ce qui se passe, parce qu'il y a 2,5 millions de Palestiniens et il y en a peut-être 2000 qui se soulèvent. Mais bon, ça, c'est tout de même une épine terrible en fait, dans le pied d'Israël. Et c'est absolument dévastateur aussi, non seulement évidemment pour la jeunesse israélienne, mais aussi pour l'image d'Israël dans le monde, et c'est quand même important. Et même pour l'image d'Israël par rapport à elle-même. C'est-à-dire que c'est une situation, si vous voulez, anormale, cette occupation en fait, qui dure depuis 67 ans, à laquelle il va falloir mettre fin. Mais c'est effectivement très difficile. Donc oui, pour la raison démographique, mais surtout, je pense, en fait, maintenant pour cette raison sécuritaire. C'est-à-dire que si on retirait le Shabak de Cisjordanie, je pense qu'on aurait 10 ou 20 000 morts dans l'année. Parce que, en fait, c'est ce qui s'est passé, grosso modo, au moment des accords d'Oslo. C'est-à-dire qu'on a bien vu ce que ça avait donné quand on confiait la sécurité d'Israël aux Palestiniens. C'est 1000 morts en 4 ans, avec un front qui est partout. C'est-à-dire que c'est dans chaque café, dans chaque centre commercial, dans chaque autobus. Donc ça, c'est quelque chose que les Israéliens ne veulent pas du tout revivre. Donc il y a une espèce de consensus en vérité. On a bien vu, là, par exemple, dans l'opération à Jenin, Lapid était vent debout avec Netanyahou contre les Palestiniens. Donc
voilà, ça peut durer encore très très longtemps comme ça, parce que je vois pas, pour l'instant en tout cas, j'avoue, là j'ai vraiment rabaissé mes prétentions, parce qu'à un moment je pensais qu'il y avait, que j'avais trouvé la clé, c'est-à-dire qu'il fallait annexer ce territoire et que les Arabes israéliens deviendraient, au fil des Palestiniens pardon, deviendraient des Arabes israéliens en 1 ou 2 générations. Mais je suis vraiment revenu là-dessus, d'ailleurs aussi à cause des émeutes de Lod, c'est-à-dire que j'ai vu que déjà que les Arabes israéliens, c'était pas si simple. Alors là, c'est sûr que si demain, il y a 2 millions, 2,5 millions de Palestiniens qui deviennent israéliens et qui acquièrent une liberté de mouvement et que, encore une fois, les forces de sécurité ne peuvent plus opérer un peu à leur guise dans ces territoires, la situation serait extrêmement compliquée. Donc là, on est vraiment dans ce piège, je dirais, dans cette séquence figée depuis 67, et je ne vois pas du tout, très honnêtement, comment on peut en sortir. Alors, vous venez de parler des accords d'Oslo, mais on entend souvent dans les médias que justement Israël n'est pas. C'est vrai que ça a fait beaucoup de morts, mais Israël ne serait pas intéressé non plus à revenir à ce qui se passait avant, où on administrait totalement ce qui se passait dans les territoires, même jusqu'aux ordures, quoi. Non, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'on appelle un catch-22, c'est-à-dire qu'on peut ni faire ça ni faire ça. Et donc on peut juste en fait gérer le conflit. C'est ce que fait Israël d'ailleurs assez bien, c'est-à-dire de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal, qu'il y ait le moins de morts possible, que les Palestiniens puissent venir travailler en Israël, donc se développer, que la construction se poursuive en Judée-Samarie. En attendant, on ne sait pas quoi. Alors oui, ce qui pourrait peut-être changer la donne, c'est une alia massive. C'est-à-dire, s'il y avait une déflagration, maintenant la France, je dirais que c'est presque derrière nous, parce que des Juifs en France, alors, je ne sais pas, parce qu'il y a un peu tous les comptages, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y en a pas plus de 300 000 qui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à la communauté et qui pourraient immigrer en Israël. Par contre, aux États-Unis, il y a plusieurs millions de Juifs. Donc, ce qui pourrait peut-être changer la donne, c'est une déflagration aux États-Unis. Et donc, un changement de statut de la condition des Juifs américains qui viendrait massivement s'installer en Israël. Ça, plus le taux de natalité extrêmement fort israélien, pourrait effectivement créer un momentum démographique qui ferait que là, il faudra mettre quelque part en fait ces millions de gens. Et ce que j'explique dans le livre, je veux dire, l'arrière-cour du centre économique d'Israël, c'est la Cisjordanie, c'est pas le Negev. Les gens ne vont pas habiter à Beersheba pour travailler à Tel Aviv ou à Netanya. Donc là, oui, peut-être que s'il y avait une submersion démographique juive en Cisjordanie, ça pourrait changer la donne. Mais on est quand même très loin de ça pour l'instant, quoi. Ou alors continuer à gérer le conflit pendant quelques générations jusqu'à ce que la démographie elle soit vraiment. Ouais, mais ça prendra du temps. Et encore une fois, oui. Eux aussi, c'est-à-dire que la natalité elle-même, il n'y a pas non plus un écart démographique énorme. C'est vrai que maintenant, les Juifs ont plus d'enfants que les Palestiniens. Donc ça change aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que le temps joue pour les Juifs. Mais malgré tout, les Palestiniens se développent. Là, j'ai réalisé il y a 2 semaines un reportage sur les jeunes des collines là, pour Arte. Les jeunes des collines, ils ont une analyse qui est assez juste. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, chaque colline qu'on prend, c'est une colline que les Arabes ne prendront pas. Et les Arabes prennent des collines. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course contre la montre qui est engagée maintenant sur le territoire entre les jeunes des collines et les Palestiniens. Et les Palestiniens, malgré tout, je veux dire, ils s'étendent. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'ils condamnent véritablement Israël à annexer le territoire. Oui, parce que là, il n'y aura plus du tout d'autre issue que ça, quoi. Pourquoi vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de Micha Goodman? Non, parce que Gutmann, c'est vraiment un tissu de sottises. Son livre, vraiment, c'est extrêmement bien pensant. Il soutient, par exemple, que les Juifs ont toujours vécu en paix avec les Arabes dans le monde arabe, notamment en Espagne, du temps de l'âge d'or, andalou. Enfin, ça, c'est un truc, c'est une espèce de poncif qui a été détruit par la plupart des historiens. C'est la vie des Juifs sous Issa. Ben Soussan était là la semaine dernière, il sait très bien, il est crédible là-dessus. La vie des Juifs sur l'islam était un enfer, ni plus ni moins. Donc, aller propager cette idée qu'en fait, on s'est toujours bien entendu avec les Arabes, etc., c'est complètement criminel. C'est un exemple, mais c'est un livre, si vous voulez, qui n'est pas où il manque complètement du souffle, en fait, si vous voulez, que pourrait avoir s'il avait lu justement les travaux de Ben Soussan ou s'il avait écouté le Rav Cherki. C'est vraiment c'est ça qui manque, quoi. Ok. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on est au centre Begin, donc je me permets quelques entre guillemets corrections. Page 179, vous relatez les accords de paix entre Israël et l'Égypte, conclus par Menachem Begin et Anwar Sadat. Vous écrivez que Menachem Begin a cédé aux pressions américaines et a renoncé au Grand Israël. Je voudrais préciser que Menachem Begin, comme Jabotinsky, n'a jamais considéré le Sinaï comme faisant partie de la terre d'Israël. Pas Zimef Sharet à Motsaget. Je voulais vous rapporter ici
une lettre que Begin a écrite au Rav Shlomo Goren. Voilà, c'est écrit tout en haut, en 17 août 1981. C'est suite à une déclaration, je vais la lire dans quelques secondes, donc vous n'êtes pas obligé de la lire tout de suite. C'était suite à une déclaration de Begin, puisqu'il était critiqué quand les accords de paix approchaient et ça se savait qu'il allait donner le Sinaï aux Égyptiens. Il disait que justement que le Sinaï ne faisait pas partie d'Eretz Israël. Et une fois, il a dit, même le Rav Goren le dit. Et sur ce, le Rav Goren lui a écrit, pourquoi vous dites ça? J'ai jamais dit ça, etc. Et le Rav Goren lui répond, Begin lui répond, j'ai mis un extrait. Comme monsieur s'en souvient, vous avez en son temps déclaré publiquement que le Sinaï ne faisait pas partie d'Eretz Israël et vous en avez apporté des preuves. J'ai aussi répété que ce sujet-là était en controverse avec notre maître, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui pense, lui, jusqu'à aujourd'hui, que toute la péninsule du Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Quant à la région de Rafiar, c'était la région où il y avait les Yishuvim, comme Yamit. Même un ignorant comme moi sait que la question est sujet à controverse chez nos sages. Mais je me vois un devoir de vous raconter ce qu'il s'est passé à Camp David. Et là, il raconte au Rav Goren comment ça s'est passé. Il lui dit « Je me suis battu à Camp David pour laisser les implantations de la région de Rafiar entre nos mains, pour donner de la force aux habitants jusqu'au dernier moment. Une nuit, j'ai même convaincu le président Carter de mon point de vue. Il m'a fait la promesse de tenter de convaincre aussi le président Sadat. Il est revenu pour me dire qu'il n'avait pas eu de succès. Je lui ai donc dit que nous n'avions, ni moi ni mes collègues, la moindre autorité d'annoncer à qui que ce soit que nous évacuerons les habitants des implantations de la région de Rafiar. Nous allons soumettre cette question à la Knesset, et ce que la Knesset décidera sera. Nous avons donné aux députés la liberté de vote sans avoir imposé de discipline de coalition ou de parti. » Et dans la suite de la lettre, il raconte qu'il voulait justement apporter à la Knesset deux votes, un vote sur l'accord de paix avec l'Égypte et un vote sur le démantèlement des implantations. Et que c'est le Maharar, le parti à l'époque dirigé par Shimon Peres, qui a refusé, Shimon Peres disait, pour ne pas qu'on dise Begin a amené la paix, et le Maharar a démantelé des territoires. Et donc, après ça, Begin il a accepté de faire un seul vote, et il dit dans cette lettre, dans la suite de cette lettre au Rav Goren, il lui fait une allusion comme quoi qu'il savait que dans ce cas-là, que s'il il aurait fait deux votes, c'est-à-dire un vote sur l'accord de paix avec l'Égypte et un vote sur le démantèlement du Sinaï, il prenait en compte la possibilité que la Knesset repousse le vote sur le démantèlement du Sinaï et qu'à cause de ça, les accords de paix tomberaient. Il l'avait dit au président Carter. Il était prêt à faire tomber les accords de paix sur ça. Et même en 1956, il y a eu la campagne de Suez. C'est la première fois qu'Israël a conquis le Sinaï. Et le gouvernement de Ben Gurion a tout de suite rétropédalé. Et Begin disait, il disait déjà, le Sinaï ne fait pas partie d'Eretz Israël, mais on ne renonce pas à un territoire sans un accord de paix. C'était ça son opposition, ce n'était pas sur le fait d'évacuer ces territoires en soi. C'était pour la précision historique. Non, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Camp David, il avait deux parties en face de lui, en fait, Begin. Il avait les Égyptiens, mais en fait, il avait surtout les Américains. Et ça, Dayan aussi le dit dans ses mémoires, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains étaient complètement rangés du côté des Égyptiens. Ils relayaient toutes les demandes égyptiennes et ils contraient toutes les demandes israéliennes. Donc, c'était une négociation extrêmement dure. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il le dit, hein, c'était le jour et la nuit. Et en même temps, alors c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre pourquoi Israël avait autant cédé, alors que militairement, ils avaient pris le dessus, ils avaient repoussé l'attaque de 73. Et finalement, à force de lire sur Camp David, j'ai compris que, et je pense que Begin aussi l'a compris, Sadat en fait faisait des concessions infiniment plus grandes en vérité, en cédant, enfin quelque part en signant la paix avec les Israéliens. Parce qu'il s'était mis à dos tout le monde arabe, il s'est fait exclure de la Ligue arabe. D'ailleurs, il en a payé sa vie, absolument. Et je pense que ça, je pense que Begin l'avait compris ça. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a poussé à accepter ces concessions quelque part radicales, parce que ça a été un retour pointilleux à la frontière internationale, puisque même les hôtels de tabac ont dû être détruits quelques années plus tard. Et la deuxième précision que je voulais rapporter, c'était au sujet de l'autonomie, parce que dans les accords de paix avec l'Égypte, il y avait eu au départ aussi des négociations sur le sujet des Palestiniens. Et parfois, on reproche à Begin d'avoir accepté la notion d'autonomie. Mais il faut savoir que l'autonomie qu'il était prêt à accepter et même après, il a continué à en parler, c'était l'autonomie, c'était pas l'autonomie territoriale, c'était l'autonomie de la population. Il était prêt en quelque sorte à ce qu'il n'y ait aucune souveraineté sur la Judée-Samarie,
mais il n'était pas prêt qu'il y ait une souveraineté étrangère. Il était prêt à renoncer à la souveraineté israélienne, qui est une autonomie de population pour les Palestiniens, une autonomie culturelle, etc., mais aucune autonomie ou souveraineté territoriale sur ce territoire. Ouais, mais on voit bien, si tu veux, le côté tordu en fait de ce type d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que personne n'a de vraie solution. C'est un peu l'histoire des zones ABC dans Oslo. C'est complètement ubuesque d'avoir découpé comme ça le territoire en 3 zones que personne ne connaît, où personne ne comprend rien. C'est parce que c'est véritablement un problème sans solution. Et je pense que dès cette époque-là, c'est un problème sans solution. Mais maintenant, avec plus d'1 demi-million de juifs en Judée-Samarie, c'est encore plus compliqué, quoi. Dans le dernier chapitre, vous relatez la place hautement symbolique qu'occupe le Kotel dans la société israélienne et vous expliquez que cette place a délibérément été élaborée par les autorités israéliennes en 1967 pour éviter un affrontement sur le mont du Temple. Racontez cette histoire. Alors ça, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus important dans le livre et ça m'est venu vraiment à la fin, grâce à Vincent Lemire, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, Vincent Lemire, c'est un historien, il dirige le CNRS à Baka. Là, vous savez, il y a une antenne du CNRS à la rue Shimshon. Et en fait, il a mené une étude de 5 ans sur le quartier des Maghrébins. Donc, le quartier des Maghrébins, c'était le quartier qui avait à la place du Kotel. Et il a donc retracé toute l'histoire de ce quartier. Mais ce qui est très, très intéressant en son livre, donc, qui s'appelle Au pied du mur, qui a été publié juste avant que je boucle le mien, c'est-à-dire l'hiver dernier, c'est qu'il a soulevé quelque chose d'absolument énorme que je n'avais pas vu et que quasiment personne n'a vu. C'est qu'en fait, Israël donc, a rasé ce quartier des Maghrébins le dernier jour de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire le samedi soir, en 2 heures, entre 9 h et 11 h. Donc, il a évacué les 650 familles qui s'y trouvaient. Donc, des compagnies privées ont été réquisitionnées pour raser ce quartier, pour donc dégager l'esplanade des mosquées, l'esplanade du Kotel, l'esplanade qu'il y a devant le Kotel. 4 jours plus tard, c'était la fête de Shavuot. Des milliers de juifs sont arrivés pour ce que j'ai même moi longtemps appelé les retrouvailles avec le mur d'alimentation. En vérité, ce n'était pas du tout des retrouvailles, c'était des trouvailles, puisque le mur d'alimentation n'a jamais existé sous cette forme-là jusqu'à ce moment-là, puisque c'était un espace, vous avez déjà vu sur les vieilles photos, de 3,60 m. Oui, donc à peu près à ça, de la scène jusqu'au mur, où s'agglutinaient comme ça les pèlerins. Mais cette esplanade en fait, donc, a été dégagée, va devenir en fait le haut lieu de la nation israélienne. Et ce qui montre, qui est fascinant dans le livre, c'est que, par exemple, les reporters d'RTL qui viennent faire leur reportage le mercredi, donc juste après la guerre des 6 jours, ils ne relatent que l'enthousiasme des Juifs, que la fête de Shavuot, etc. Et ils ne parlent pas du tout de ce quartier qui est sous leurs pieds. Et ni la Jordanie n'émet une plainte, les Américains disent rien, les Français ne disent rien, pourtant ils sont très impliqués dans le quartier des Maghrébins, puisque de par leur occupation du Maroc et de l'Algérie. Tout ça est raconté dans le livre, et effectivement, donc, il émet une hypothèse que je trouve très, très éclairante pour comprendre ce qui se passe maintenant. C'est qu'en fait, il dit pourquoi personne n'a rien dit, parce que si Israël n'avait pas dégagé cette esplanade, les Israéliens auraient été obligés de laisser finalement leur peuple monter sur le mont du Temple, sur le Rabbait. Parce que quand le Rav Goren est arrivé, donc quelques jours auparavant, avant cette destruction, je pense que c'est le mercredi qu'ils ont dû arriver, ou le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, à Jérusalem, donc à Rabbait Beyadenu, Goren dit tout de suite, il faut placer les explosifs autour de la mosquée, il faut les mettre là, là et là. On fait sauter la mosquée pendant qu'il y a un état de sidération du monde, et on reconstruit le temple tout de suite, sinon ça va être trop tard, on ne pourra plus le faire. Et là, Narkis dit hors de question. Dayan dit tu descends tout de suite. C'est cette fameuse phrase sur le pas de Vatican juif. Et finalement, ils disent mais bon, il faut qu'on vous donne une indemnisation. Et tout de suite, donc, ils vont avoir cette idée de dire on va créer une deuxième esplanade. Et c'est ce que Lemire, il a fait une interview très intéressante dans Le Monde là, le mois dernier. Il a dit c'est à la fois la fin de la solution à 2 États et la fin de la solution à 2 esplanades. Et ça, c'est vraiment une punchline extrêmement forte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a créé une deuxième esplanade complètement artificielle. C'est-à-dire que le Kotel, bon, tout le monde prend ça pour le lieu saint du peuple juif, mais c'est absolument rien au niveau historique. C'est-à-dire que c'était la muraille d'enceinte d'Hérode, mais à l'extérieur, bon, c'était pas le lieu saint. Le lieu saint, c'est là-haut. Et ça a marché pendant 50 ans, un peu plus, jusqu'à ces dernières années,
où maintenant, si vous voulez, les Israéliens, enfin en tout cas une certaine jeunesse israélienne, en fait la jeunesse nationaliste qui a 20 ans, hein, c'est vraiment des jeunes de 20 ans, voire de moins, dit mais moi le Kotel, c'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est là-haut. Donc, ils se rendent sur le mont du Temple, ils revendiquent de prier. Bennett a fait cette fameuse déclaration, quelque chose de complètement historique qui est passé sous les radars, mais je veux dire, il a dit donc à Tisha B'Av de 2021 que les Juifs avaient un droit de culte sur le mont du Temple. Il s'est fait tout de suite recadrer par Biden parce qu'il a compris, Biden, l'énormité en fait de cette déclaration. Et donc, ça a accompagné ce mouvement de monter sur l'esplanade. Et maintenant, en fait, cette revendication, elle avance, parce que ce que je raconte dans le livre, moi, par exemple, je suis monté la première fois en 2014, avec Yehuda Glick qui se faisait insulter, il y avait des femmes qui étaient payées comme ça pour insulter les Juifs, etc. Sous-Juif, il ne se faisait pas jeter des pierres. Il passait comme ça en vitesse. Et puis, il y avait des fonctionnaires du WACF qui regardaient les lèvres des Juifs, mais vraiment de près, comme ça, pour voir s'ils n'articulaient pas une prière. Or, maintenant, les gens y prient. Je suis monté il n'y a pas longtemps, ils ont fait de Kaddish. Il y a Mincha tous les jours. Mincha tous les jours. Il y a je suis monté aussi avec une yeshiva là, du Kotel qui fait une étude tous les jours là-bas. Ça a complètement changé. On voit bien qu'il y a un mouvement qui est enclenché et que ça ne pourra plus tenir longtemps, cette fable en fait du Kotel, de dire finalement le lieu saint, c'est le Kotel. C'est ce qu'a aperçu le Mir. Et ce que ça, par contre, à partir de maintenant, c'est de moi. Ce qui est quand même très remarquable, c'est qu'en 1900, en fait, le conflit commence en 1929. C'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien, il démarre au mois d'août 1929 avec les émeutes de Hebron. Mais en vérité, les émeutes de Hebron, elles commencent à Jérusalem, au mur des Lamentations. Pourquoi ? Parce que, non pas parce qu'on croit que les Juifs vont mettre une méritza. La méritza, en fait, ça date du mois de Kippour précédent, c'est-à-dire de Kippour 1928, où les Juifs vont mettre une méritza. Or, au nom d'un statu quo ancien qui datait de l'Empire ottoman, du milieu du XIXe siècle, les Juifs n'avaient pas le droit d'apporter quoi que ce soit, en fait, aucun objet au mur. Donc, ni un lutrin, ni une méritza, ni un livre de prière, ni un Sefer Torah, rien. Et ils l'ont fait. En fait, en 28, ils ont bravé le statu quo et ça a rendu furieux les Arabes, donc ils voyaient ça d'en haut. Et ils ont appelé la puissance mandataire, les Anglais, qui sont venus en plein jour de Kippour, enlever la méritza, ça a créé des émeutes, ça a créé beaucoup d'émotions dans la communauté juive de Jérusalem. Et les jeunes du Bétar se sont dit, à Tisha B'Av, ils ne vont pas nous refaire le coup. Et donc, ils sont venus provoquer finalement en fait, les Arabes à Tisha B'Av. Et ils ont défilé dans la vieille ville, donc Tisha B'Av 1929, Jérusalem est à nous, etc. Et c'est là que le conflit commence en vérité. Et là, le mufti, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, le mufti de Jérusalem, il dit, mais attention, pourquoi on déclenche les émeutes? Ce n'est pas pour le mur, tout le monde s'en fout. C'est parce que le mur, c'est le début. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le temple. C'est la reconstruction du temple au-dessus. Ils veulent notre esplanade, en fait. Et les dirigeants sionistes qui savent à peine de quoi on parle, enfin, je veux dire, à cette époque-là, même dans le milieu, je veux dire, peut-être à la limite dans l'entourage restreint du Rav Kook, il y avait des gens qui savaient de quoi on parlait quand on parlait de reconstruction du temple. Enfin, c'était quelque chose de complètement, je veux dire, éthéré dans les milieux évidemment laïques, mais surtout même dans les milieux orthodoxes. Personne n'avait une conscience réelle de ce qui est en train de se passer. Mais le mufti, en fait, a vu juste. C'est ça qui est assez fascinant, cette histoire. C'est qu'en fait, il a 100 ans d'avance, le mufti. Il voit, à ce moment-là, il voit Ben Gvir arriver, si vous voulez. Il voit ce nationalisme qui est en train de monter, qui n'a même pas conscience de lui-même. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'en fait, le mufti lit en fait, dans les intentions des sionistes sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Et en fait, le conflit s'enclenche et il arrive maintenant. C'est-à-dire qu'il va faire une boucle, si vous voulez, une boucle qui repasse régulièrement par cet endroit-là. Parce qu'en 48, d'abord, ça repasse aussi en 36, ça repasse en 48 avec les Juifs qui ont perdu la vieille ville. Ça repasse bien sûr en 67 avec ce dont on vient de parler, le Rav Goren. Ça repasse en 2000 avec la présence de Sharon sur l'esplanade qui va déclencher la deuxième intifada, qui est un événement majeur. Et ça repasse maintenant. C'est-à-dire maintenant, on est dans ce moment où le conflit est en train de se reconcentrer vers cet endroit-là, quoi. Bien que, il me semble que vous le dites dans le livre, Herzl lui-même avait parlé de la construction du troisième temple. Alors Herzl, dont c'était c'est fondamental. Hier. Ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Je pense que c'est peut-être l'auteur le plus mal lu dans le monde, Herzl. Enfin, grâce à George Weiss, maintenant, on sait ce que dit Herzl, heureusement. Mais il suffit de le lire, en fait. Hein. Je dis souvent à Weiss, c'est vrai qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, mais en vérité, ça saute aux yeux. Et dans Altneuland, effectivement, donc, et son roman d'anticipation, publié en 1902,
tout le 5e chapitre est consacré à Jérusalem, avec des descriptions de Jérusalem, mais absolument saisissantes, comme si vous voyez la Jérusalem d'aujourd'hui. Il décrit Mamila à la tombée de Shabbat, avec les voitures qui s'arrêtent, les gens qui vont à la synagogue. Et il dit effectivement, le temple est reconstruit. Et ça, je l'ai fait remarquer à Charbit, parce que Denis Charbit me dit, oui, mais bon, on ne sait pas où il était. C'est Charbit qui a fait la traduction, enfin, qui a fait la préface de l'édition que j'ai lue, qui est excellente d'ailleurs. Et je lui ai montré, je dis, regarde, il dit que le temple est reconstruit à l'endroit, c'est-à-dire sur l'esplanade, parce qu'il le voit du mont des Oliviers. Il dit, le temple est reconstruit. Et là, il y a tout un développement qui se finit par le mot Dieu, en fait, où il dit très clairement que le but en fait, du projectionniste, c'est ça. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Si vous voulez. Je parle des gens du monde, quoi, c'est-à-dire de tout le monde. C'est-à-dire le monde entier doit savoir exactement ce que contient le projectionniste. Parce que quand on fait croire que ce qui se passe maintenant, c'est une dérive, c'est une extrémisation, c'est une radicalisation, c'est faux. C'est l'essence du projectionnisme qui est en train de se déployer. Alors ça plaît pas, ça fait peur, ça fait pas peur, c'est pas trop la question. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que pensait Herzl, qu'est-ce qu'a fait Ben Gurion, et en quoi, si vous voulez, ça a préparé le terrain à ce qui se passe maintenant. Et en fait, il y a une continuité. Il n'y a pas du tout de rupture dans cette histoire. Il y a des accélérations, évidemment, comme toujours dans l'histoire, mais il n'y a pas du tout de rupture entre Herzl et ce qui se passe maintenant. Très bien. On va approcher des dernières questions. Mais donc, on va, avec votre dernière réponse, où est-ce que vous êtes vous-même situé. Mais malgré tout, j'ai une question un peu critique pour terminer. Vous teniez dans le livre un tableau bien inquiétant du sionisme religieux en Israël en le décrivant comme un mouvement radical, extrémiste et qui tolère, voire encourage la violence. Ma question, c'est est-ce que votre livre ne risque pas de jouer aux mains des antisionistes en France, qui décrivent Israël comme colonisateur et impérialiste? N'aurait-il pas été mieux, avec votre posture, d'écrire un livre qui apporterait la version israélienne de la réalité israélienne? Un genre de livre de Hasbara. Non, parce que moi, c'est pas mon métier. L'Hasbara, je trouve ça très bien. D'abord, non, je trouve pas ça spécialement bien, parce que j'ai été un peu critique sur l'Hasbara. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai interviewé Ben Semoun, parce que lui consacre sa vie à ça. Et malgré tout, il m'a convaincu sur certains points, notamment sur ce point dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a un vrai danger pour Israël de boycott, de sanctions, et qu'il faut lutter contre ça. C'est important. D'ailleurs, le gouvernement israélien en a pris conscience assez récemment, mais il a débloqué des fonds. Mais ça ne me paraît pas central, si vous voulez. Ma question est plus sur la terminologie. Oui, la terminologie. D'abord, il y a des... encore une fois, apartheid, je n'utilise pas. Ils m'ont posé la question chez Arte là, il n'y a pas longtemps, ils m'ont interviewé. Je n'utilise pas parce que tout simplement, ça ne correspond pas à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Or, c'est un mot qui a été forgé par les Néerlandais, les Afrikaners. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ici. Maintenant, dire qu'il y a une ségrégation, dire qu'il y a, comment dirais-je, une occupation militaire, tout ça, c'est vrai. Dire qu'une colonie, c'est une colonie, oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, les gens, ils n'aiment pas qu'on dise colonie, mais je veux dire, au niveau juridique, ça correspond parfaitement au terme d'une colonie, à la définition d'une colonie, ce qu'il y a en Cisjordanie. C'est-à-dire que les implantations juives, d'ailleurs, j'utilise aussi le mot implantation souvent, d'implantation juive indifféremment de colonies, elles sont régies par un droit qui est différent du droit qui régit les populations autour. Donc ça, c'est vraiment la définition d'une colonie, au sens vraiment algérien, je dirais, du terme. C'est-à-dire que les gens d'Oran pouvaient voter, les gens des villages autour, ils ne votaient pas. C'est vraiment ça. Donc voilà, après, la Hasbara, si vous voulez, moi d'abord, ce n'est pas mon sujet, je suis journaliste, j'adore mon boulot. Il y a déjà qui font ça, il y a aussi des hommes politiques qui portent la parole d'Israël. Moi, peut-être ce qui m'intéresse plus, et peut-être ce qui serait, je dirais, dont les défenseurs d'Israël pourraient tirer profit en lisant mon livre, c'est d'arrêter, si vous voulez, de présenter Israël comme on le présente maintenant, c'est-à-dire comme un petit État-refuge gentil qui veut faire la paix avec ses voisins. Parce que c'est ni un État-refuge, c'est un État national qui tire sa légitimité de la Bible, de ce qui s'est passé il y a 3500 ans, qui est aussi, si vous voulez, la prolongation de l'Israël qui a été détruit et dont le peuple a été expulsé au début du 1er siècle. Il y a encore une fois là pas de rupture entre cet Israël-là et l'Israël de maintenant. Ça, Ben Gurion en avait parfaitement conscience, et c'est quelque chose qui médiatisait, c'est quelque chose qui disait au peuple. Or, c'est un dirigeant qui est extrêmement populaire. Quand vous parlez maintenant de Ben Gurion dans le monde, il est présenté comme un homme de paix, un humaniste, alors que c'est lui qui a mené la guerre la plus dure qu'Israël ait menée.
il a expulsé plus ou moins de gré ou de force 700 000 Palestiniens en dehors des frontières d'Israël. Mais si vous voulez, je pense que justement le fait qu'il tenait ce langage-là, ça a beaucoup joué aussi pour asseoir la légitimité d'Israël. Or maintenant, c'est un langage qui est complètement absent, enfin, à part encore une fois chez certains dirigeants. Mais il faut aussi avoir le niveau, en fait, si vous voulez, je ne vais pas du tout faire de politique, mais il faut avoir le niveau pour exprimer ça. Vous voyez, par exemple, ce que fait Smotrich, c'est extrêmement maladroit. Parce que Smotrich, en fait, ce qu'il exprime, c'est un nationalisme étroit. C'est un nationalisme dont on croit que c'est un nationalisme qui exclut l'autre. D'accord ? Par exemple, justifier Houara, etc., surtout à chaud, c'est désastreux pour l'image d'Israël. Alors qu'on peut exprimer, comme faisait par exemple Bennett, un nationalisme conquérant, mais si vous voulez, avec les mots qu'il faut, l'ouverture d'esprit en fait nécessaire et le niveau intellectuel nécessaire. Ça, c'est hyper important, je pense. Hein. Et là, c'est ce que j'essaye de faire. C'est de replacer en fait tout ce qui se passe maintenant dans un contexte beaucoup plus large, parce que si vous ne parlez pas, si vous voulez, de l'histoire, si vous ne parlez pas de la légitimité d'Israël, si vous ne parlez pas de son projet, de sa vision, en fait, vous parlez de rien. Vous parlez juste, en fait, effectivement, à la limite d'un peuple colonial qui veut faire une petite Californie ici, comme veulent le faire d'ailleurs, en fait, les manifestants de Tel Aviv. C'est-à-dire que eux, ce dont ils sont en train de faire le deuil, là, c'est de la petite Californie. C'est-à-dire d'un pays déconnecté complètement de ses racines, déconnecté de son histoire, déconnecté de sa géographie, où il fait bon vivre, où on fait son footing le matin au bord de la mer, mais ça n'a pas grand-chose à voir en vérité avec ce que Herzl voulait, quoi. Même si, oui, c'est une partie de ce qu'Herzl voulait. Herzl, il décrit la Startup Nation dans son livre, longuement d'ailleurs, mais il l'a décrit, si vous voulez, c'est pour ça que le livre est génialement construit, il l'a décrit comme une première étape, comme le socle qui va permettre justement d'arriver à Jérusalem. Voyez, et ça, c'est une dimension qui n'est jamais véritablement explicitée, en fait. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors, si ça, c'est de la Hasbara, très bien, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment d'expliquer en fait, aux gens ce qui se passe ici. C'est parce que c'est mon métier, finalement. Alors, vous venez de relater la situation actuelle en Israël. Quelle est votre analyse ? Non, moi, je trouve, si vous voulez, que c'est une séquence assez triste, en fait. Parce que d'abord, il y a beaucoup de tensions, il y a énormément de haine chaque samedi soir, il y a à travers les médias, à travers la télévision. Moi, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise, quoi, en fait, hein, les invectives qui fusent, etc. Il y a beaucoup de caricatures. On parle de fascisme. C'est des mots complètement vides de sens. Si les gens savaient ce qu'était le fascisme ou ce qu'était le racisme, ou ce qu'étaient véritablement les mots qu'ils emploient, je ne sais pas, ils réfléchiraient peut-être à deux fois. Maintenant, je pense que la situation est bloquée en fait par Benjamin Netanyahou lui-même, et qui a aussi une légitimité. Donc c'est pareil, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très difficile à trancher. C'est-à-dire que je reconnais, si vous voulez, à Benjamin Netanyahou une légitimité qui est certaine, c'est un socle comme ça de voix d'un bon quart de l'électorat. Je reconnais aussi que les procès, enfin de mon point de vue, les procès qui lui sont faits sont iniques, ou en tout cas, ils ne devraient pas interférer en fait sur le jeu politique. Je trouve qu'il y a vraiment là, en tout cas de ce que je vois, il y a vraiment une manipulation des juges, comme on a pu le voir ailleurs. Maintenant, c'est vrai que je pense, enfin, c'est mon point de vue, hein, qu'il aurait dû constater en fait ce blocage, qu'il aurait dû dire voilà, bien que j'ai la légitimité, je m'en vais parce que je vois que rien n'est possible avec moi, et je vais laisser quelque part le jeu se réorganiser. Et là, je pense voilà, il y a une crispation autour de Netanyahou qui fait qu'il y a vraiment, enfin, il y a rien d'intéressant qui se produit. Et cet attelage, voilà, encore une fois, entre des partis Haredim qui sont là surtout pour des raisons clientélistes ou pour des raisons de fonctionnement interne, mais pas vraiment pour construire, pour apporter quelque chose au pays. Et ces partis d'extrême droite ou ultranationalistes qui quand même manquent de souffle, manquent de projet. Moi, ce qui me plaisait, si vous voulez, chez Bennett, c'était cette idée que d'abord, il y avait une alliance avec le monde laïque, c'était quand même très ouvert. Vous voyez, cette alliance chez Kate Bennett, si vous voulez, pour moi, c'était un petit peu l'idéal. C'est-à-dire que c'était cette idée que voilà, on va sortir un peu des définitions étroites qu'on a toujours connues et on va essayer de tenter quelque chose de bien. Et je vais même aller beaucoup plus loin pour choquer ceux qui ne sont pas encore choqués. J'ai trouvé, si vous voulez, que d'ailleurs, c'est un coup de Netanyahou, ça, donc ce n'est pas partisan ce que je vais dire. Parce que c'est Netanyahou qui a inventé Mansour Abbas. Mais je trouvais que, si vous voulez, l'expérience Abbas était extrêmement concluante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a oublié aussi, que ça s'est malheureusement trop passé sous les radars, Abbas est le premier
homme politique arabe d'importance qui a reconnu Israël comme un État juif. Mais ça, je veux dire, ça aurait dû faire la une des journaux pendant 6 mois. C'est-à-dire que c'est absolument exceptionnel. D'abord, il s'est fait extrêmement critiquer. Moi, je suis souvent avec les Arabes, donc je sais la haine qui suscite dans plusieurs secteurs de la population arabe. Mais il l'a fait à dessein. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est aussi le seul qui avait été à la synagogue de Lod pour présenter ses excuses au rabbin, etc. En fait, c'est aussi un avant-gardiste à base. C'est-à-dire que lui, il a compris, d'ailleurs au nom de l'islam, ce qui est très intéressant parce que c'est un islamiste, il a compris au nom de l'islam. D'ailleurs, il a fait la même démarche en vérité que l'Arabie Saoudite et le Maroc et les Émirats. C'est-à-dire que lui, il a dit au nom de l'islam, en fait, je pactise avec Israël. Et ça, c'est quelque chose si vous voulez, qui a été complètement méprisé, caricaturé pour des raisons en fait électoralistes. Et ça, vraiment, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, moi, ce que j'attends, en fait, c'est une nouvelle expérience après, en fait, cette espèce de sclérose dans laquelle on se trouve, quoi. Alors, pour terminer, vous revenez de France. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en France, le judaïsme français, etc., la communauté? Non, bah, je suis comme tout le monde, hein. Moi, si vous voulez, d'abord, je comprends pas bien en fait les Français qui restent en France, quoi. Je comprends pas. Non, mais je veux dire, c'est une espèce de. Les Français ou les Juifs français? Non, les Juifs français, pardon, les Juifs français. Excusez-moi. Ouais, non, les Juifs français. Non, les Français, je les comprends. Mais les gens, je parlais des Juifs français parce que tu m'as demandé sur les Juifs français, pardon. Ouais. Les Juifs français, je comprends pas parce qu'ils sont. Enfin, quand on leur parle en fait individuellement, ils savent que qu'il y a très très peu de perspectives en fait, et que le champ des possibles se réduit. Alors, il se réduit géographiquement, c'est-à-dire qu'en fait maintenant ils sont cantonnés à quelques quartiers, ce qu'on appelle la bourgeoisie digicode, quoi. Ils se barricadent en fait littéralement dans quelques quartiers et qui sont en fait de plus en plus restreints. Et d'un autre côté, ils réduisent aussi le champ des possibles professionnels parce qu'il y a plein de professions qui sont plus accessibles maintenant parce que c'est très difficile d'aller faire des études à l'université, enfin, dans tout un tas de sections, d'aller enseigner dans certaines classes, etc. en tant que juif. Et alors, oui, il y a un exode aussi dans d'autres pays, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Mais voilà, enfin, c'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui a des enfants de 18 ans ou qui lui a 25-30 ans et qui construit sur quelque chose d'aussi fragile, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Je parle des gens qui sont conscients, et évidemment des gens qui passent complètement à côté de ça, quoi. Je crois que je parlais avec Dov Maimon hier, il me disait que Hannah Arendt disait que les Juifs n'ont aucun sens de l'histoire. Mais c'est vrai, c'est un peu ce que je raconte aussi dans le livre sur ce qui s'est passé pendant la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, maintenant, on les regarde en fait avec effroi, on se dit mais comment ils n'ont pas vu, etc. Parce que, comme dit Alain Michel, on regarde toujours l'histoire à l'envers. Mais là, enfin, vu d'ici, en tout cas, ça paraît fou. Maintenant, ce qui se passe en France, je disais globalement, ce que je disais à Benaïm avant d'entrer ici, j'ai l'impression que bientôt, il y aura des jeunes des collines en France. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont devoir aller reconquérir leur territoire, quoi. J'ai l'impression que c'est un mouvement qui est en train de s'engager. Et par rapport aux dernières élections présidentielles et la candidature d'Éric Zemmour? Non, mais c'est Zemmour, c'est un sioniste religieux, quoi, hein. Je veux dire, c'est un sioniste religieux français, d'ailleurs, il y a un chapitre que mon ami là, Michael Sroussi m'a fait relire et que, depuis que j'ai relu plusieurs fois, c'est dans le Destin français, où il fait un parallèle entre le messianisme en fait, des rois de France et le messianisme des rois d'Israël. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une résonance en fait, entre l'identité française et l'identité juive qui est absolument fascinante et qu'il a complètement perçue. Complètement perçu. Et en fait, c'est ce qu'il essaye en fait, de transmettre aux Français. Et il a réussi en partie, parce que, bon, certes, il n'a pas été élu, mais je pense que ce qu'il a réussi, enfin, c'est assez exceptionnel dans l'histoire de France. C'est-à-dire de partir de rien et d'arriver comme ça à 7% des voix, d'arriver à créer un parti. Maintenant, est-ce que les Français veulent de ça? Est-ce que la situation est réversible, comme il le dit? Est-ce qu'il faut au contraire accompagner ce mouvement? Ça, j'avoue que je suis trop loin pour le dire. Bon, on va laisser du temps à quelques questions, s'il y a des questions du public. Madame. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai grandi en France, j'ai fait ma Aliyah il y a 20 ans, système scolaire juif, Lucien de Hirsch, Yavne, etc. Je manifeste absolument pas pour une Californie,
absolument pas. Pour un pays laïque, j'aurais bien aimé, comme j'ai grandi en France, qui allie un attachement à ses traditions et une ouverture, mais absolument pas une Californie basée sur le matérialisme américain. Attendez, moi j'ai dit du mal des gens de Tel Aviv parce que je pensais qu'il n'y avait que des gens de Jérusalem. Voilà, voilà. C'est bien ce que désolé. j'ai compris d'ailleurs. Alors, je vais vous répondre, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais j'entends très bien ce que vous dites. Alors d'abord, je parle, dans les gens qui manifestent, en fait, il y a évidemment, enfin je pense qu'il y a essentiellement des gens inquiets. C'est-à-dire, j'imagine que c'est votre cas, il y a des gens qui sont inquiets pour l'avenir d'Israël et qui ont peur qu'en fait Israël change de nature, change d'identité et devienne, je ne sais pas, quelque chose entre l'Iran et la Corée du Nord, enfin un truc pas très sympa. Enfin, non, mais je ne suis pas loin de ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que les gens ont quand même très très peur que ça devienne, on va dire au bas mot, une théocratie ou une espèce de comme ça de pays autoritaires dirigés par des hommes en noir ou par des hommes étroits, fermés sur l'extérieur. Par exemple, toute la campagne, je vous parle de Californie parce que toute la campagne qui a été menée par les startups, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens des startups dans ce mouvement-là, c'est de dire en fait, si cette réforme elle passe, les startups vont fermer, les gens ne vont plus acheter nos produits, etc. Or, on a vu d'abord qu'il y a eu des investissements énormes pendant cette période d'Intel, de tout un tas de boîtes en Israël. On a vu que le creux, comment dirais-je, d'investissement dans les startups, c'est quelque chose de mondial, c'est quelque chose qui ne touche pas du tout qu'Israël. Et en fait, en gros, ce qu'on voit, c'est que toutes ces inquiétudes ne sont pas justifiées, de mon point de vue. C'est ce que j'explique aussi dans le livre. C'est le premier chapitre est consacré à ça, sur le discours de David Grossman. Parce que David Grossman, qu'est-ce qu'il vient de dire en fait? Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est quand même le message qui ressort des manifestations. Lisez, là, si vous voulez, j'ai des larges extraits du discours de Grossman dans mon livre. C'est un discours qu'il fait le 23 janvier, un samedi soir, devant les manifestants à Tel Aviv. Et il leur dit, en fait, c'est fini. C'était très sympa. On s'est bien amusé ensemble, mais Israël, c'est terminé. La jeunesse s'en va, les entreprises vont fermer, c'est les obscurantistes qui sont en train de prendre le pouvoir, c'en est fini notre culture, c'en est fini notre laïcité, c'en est fini notre ouverture sur le monde. On est aux prises avec des forces obscurantistes et je suis désolé, mais c'est un discours celui d'un pessimisme absolument terrible. Et c'est un discours qui est repris. Vous voyez, médiatiquement, c'est ce que je montre aussi dans le livre. Il est repris dans Le Monde, il est repris évidemment dans les journaux d'Israël, etc. Et effectivement, ce discours, il masque des inquiétudes qui sont peut-être les vôtres, qui sont parfaitement légitimes. Je comprends très bien les inquiétudes des gens de Tel Aviv. Et c'est pour ça aussi que je déplore en fait le déficit d'explication des membres du gouvernement, en tout cas des membres du camp d'en face, si j'ose dire, qui ne savent pas expliquer en fait de quoi il s'agit. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, il faut revenir à Herzl. Parce qu'Herzl, il explique très bien ce qui va se passer. Et là, je pense que c'est de nature à rassurer tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver son compte en fait dans l'Israël d'Herzl. C'est un Israël absolument ouvert, à la fois à son identité, mais aussi au monde, parce que c'est la tension, si vous voulez, éternelle du judaïsme entre particularisme et universalisme. Universalisme étant incarné par Tel Aviv, le particularisme par Jérusalem. Et c'est un équilibre en fait qui s'établit. Il n'y a jamais un camp qui va l'emporter sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que manifester en fait en disant je défends et j'ai peur finalement que l'autre Israël prenne le dessus, c'est tout à fait légitime. Je comprends très bien et je sais aussi, je suis conscient que encore une fois, par exemple, quand on entend les déclarations de Smotrich à l'emporte-pièce, les déclarations, même s'il ne faut pas les réduire évidemment à ça, il y a une pensée, etc. Mais une certaine attitude médiatique, une incapacité aussi à entendre ce qui se passe et à instaurer un dialogue, comme ça peut être le cas, enfin, je reviens là-dessus, mais dans ces quelques mois de gouvernement d'union nationale, il y a eu un apaisement. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, un dialogue qui a commencé à s'instaurer entre différents pôles de la société israélienne. Et ça, c'est absolument fondamental. Et à la limite, c'est pour ça que je manifesterai, moi. C'est-à-dire que pour que ce dialogue s'instaure véritablement, comme quand ils sont allés à Bnei Brak, moi, j'ai trouvé ça super. Vous voyez, qu'ils aillent manifester à Bnei Brak et que les gens dialoguent tout simplement entre eux. Comme ça se fait d'ailleurs maintenant couramment au niveau des musiciens, au niveau des écrivains, des cinéastes. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage sur Cannes
sur une artiste que je ne connaissais pas d'ailleurs, de Yafo, qui a mis ses enfants dans une école arabe, qui est complètement à gauche, et qui est allé discuter avec cette femme dont j'oublie le nom, là, qui est de... Ouais, Sheva. Comment il s'appelle le Yishuv, là? Ouais, Shevar, Yael Shevar, pardon. Yael Shevar, ouais. Et c'est extraordinaire comme reportage, de voir ce dialogue entre ces deux femmes qui n'ont rien à voir et qui, en fait, sont extrêmement proches. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. C'est ce que je reproche, en fait, moi, à ce mouvement de manifestation à Tel Aviv, c'est d'agiter les peurs. Vous voyez? C'est de faire croire qu'en fait, on est au bord du précipice, alors qu'on ne l'est pas du tout. On vit une crise institutionnelle comme plein de pays en vivent. Il y a des gens qui pensent différemment, il y a des gens qui ont été élus démocratiquement qui veulent faire passer un projet de loi, et en face, il y a une opposition. Enfin, so what, quoi, vous voyez, c'est tout à fait normal. De dire qu'on est au bord de la dictature, comme on l'entend, comme on voit sur les... C'est comme ça qui imprègne ces manifestations. C'est le dictateur, la dictature, le fascisme, bientôt c'est le nazisme. On est arrivé à des trucs complètement fous, quoi. Mais voilà, donc moi je pense que ce qui est vraiment urgent, c'est d'établir le dialogue. Une question ici. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que pour le droit international, le mont du Temple fait partie de la Judée-Samarie, de la Cisjordanie. Alors ça n'existe plus dans les chancelleries, le corpus separatum, ou ça c'est une première question. Et puis vous avez parlé des qualifications de fascistes, etc. Et moi, je vous l'ai déjà dit, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les manifestants, on les qualifie d'anarchistes. Alors bon, moi, j'ai étudié un petit peu ce que c'est l'anarchie. J'ai jamais vu des anarchistes qui brandissent le drapeau national ou des choses comme ça. Non, mais ça fait partie, ouais, donc tu as raison, tu as absolument raison, Denis. Ça fait partie, si tu veux, de l'hystérisation du débat politique en Israël. Je dis, ce n'est pas l'apanage d'un camp ou d'un autre. C'est simplement, voilà, les manifestants de Tel Aviv font plus de bruit que les manifestants de Jérusalem. Mais si tu veux, oui, c'est absolument désastreux. C'est-à-dire que les mots ne veulent plus rien dire et il n'y a plus aucune nuance qui est possible. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans les débats en Israël, les gens s'écoutent très peu. Il n'y a pas longtemps à I24, j'ai été invité avec Ari Shavit, qui est vraiment, je pense, c'est une espèce de modèle comme ça professionnel. C'est un journaliste que j'estime énormément. Et il disait, Shavit, que donc il était peu habitué à des débats comme ça, où on s'écoutait, où on échangeait des arguments, parce qu'en Israël, les positions sont très figées et les gens ont beaucoup de mal à entendre l'autre en fait et à discuter du fond. Et effectivement, donc il y a beaucoup de caricatures. Anarchiste, ça fait partie des caricatures. C'est comme, oui, voilà, c'est comme par exemple cette discussion qu'on peut avoir, qui est tout à fait légitime, sur le statut de la Cisjordanie ou de la Judée-Samarie. C'est un débat qu'il faut ouvrir. Est-ce qu'un pays comme Israël, donc qui se prévaut d'être une démocratie exemplaire, peut se satisfaire comme ça d'une occupation éternelle, peut se satisfaire de tenir comme ça en coupe réglée des millions de Palestiniens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aménagements possibles? Il y a plein de trucs qui sont... par exemple, c'est un débat qui est très difficile d'avoir ça dans les territoires. Moi, souvent, j'essaie de discuter de ça avec les gens des territoires et aussi, eux, ils ont du mal parce que c'est assimilé tout de suite à une position de traître, etc. Voilà, je dirais que j'ai vu le film de Manitou, là, qui est vraiment remarquable, de Michael Greenspan. Hein. Je l'ai vu il y a quelques jours. Et je pense que tout est dedans aussi. C'est-à-dire que cette capacité qu'avait Manitou, qui est très, très, très bien mise en relief par les intervenants, et à justement s'adresser à tout le monde, parce que dans le film, c'est assez fascinant, il y a tous les genres de gens. C'est-à-dire que tous les gens se reconnaissaient en cette pensée. Preuve que ce n'était pas une pensée sectorielle, quoi. C'était vraiment une pensée en fait vitale, finalement, pour l'État d'Israël. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est aussi d'ailleurs le rôle d'un institut comme ici, c'est ça qu'il faut diffuser. C'est-à-dire que moi, j'avais été très marqué par le livre de Razoni, je ne sais pas si tu l'as lu, si vous l'avez lu, là, l'État juif. En fait, Razoni explique que le retrait de Gaza, en fait, a été évacué par des mots, pas par une force militaire ou quoi, mais juste par des mots. C'est parce qu'on avait, au fil des années, en fait, forgé des mots et délégitimé tout ça. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, un État, il peut être détruit par des mots. C'est-à-dire une société, elle peut être détruite par des mots, quand on n'emploie pas les bons mots, quand on ne formule pas les bons mots. Et en fait, c'est ce qui manque le plus, je pense, en Israël, et qui était très présent d'ailleurs chez les pères fondateurs, on va dire entre
Herzl et Ben Gurion, c'est-à-dire vraiment dans la première partie de cette aventure sioniste, c'est cette capacité à formuler, à écrire des textes, à faire des discours, etc. Et c'est ça qui s'est vraiment perdu. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retrouver. Ouais, alors ça, si tu veux, moi, le droit international, d'abord, je ne suis pas du tout un expert, mais je pense que ça n'a aucune validité. Bon, je vais te dire pour quelle raison. C'est parce qu'en fait, le cœur le cœur identitaire des Palestiniens se trouve dans l'Israël reconnu internationalement, c'est-à-dire c'est Yafo, Haïfa, la Galilée, etc. C'est là que leur nation s'est forgée. Et nous, c'est exactement l'inverse. Notre nation s'est forgée, les Juifs sont forgés en Judée-Samarie, en Cisjordanie, Shrem, Jérusalem, Hebron. Donc là-dessus, ces partages qui ont été faits à une certaine époque, des accords Sykes-Picot, en 1947 à l'ONU, enfin, ils n'ont strictement aucune pertinence, quoi. Donc, par contre, je suis convaincu, c'est que la solution ne passera pas par l'ONU. Ça, pour moi, c'est vraiment une certitude. Elle passera par un dialogue profond, basé sur les identités, et ce qui est encore une fois en train de s'engager avec le rapprochement avec l'Arabie Saoudite et le Maroc. Une question ici. Vous avez expliqué au début de votre intervention, à juste titre, qu'il y avait une difficulté entre l'Europe et Israël parce qu'il y avait une évolution contradictoire. L'Europe s'éloignant du nationalisme, pour des raisons qu'on sait, tandis qu'Israël revenait vers une expression nationale. Alors, dans ce cas-là, comment expliquer une telle empathie envers le nationalisme palestinien qui est violent, irrédentiste, enfin, c'est violent, assez irrédentiste. Non, mais c'est une excellente question. Mais pour une Europe qui est... Non, absolument, mais il ne faut pas aller chercher si loin. En fait, ce dont vous parlez, c'est de l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire comment est-ce que c'est possible, ça c'est vraiment je trouve un grand mystère de mon existence. Comment est-ce que effectivement des forces antinationales par essence peuvent s'allier avec des forces ultranationales, des forces de l'islam? Vous voyez, c'est une alliance effectivement complètement contre nature. Et là aussi, oui, vous avez totalement raison. Mais c'est pas, si vous voulez, lié spécifiquement à la question palestinienne ou israélo-palestinienne. C'est un rapport que l'Occident entretient avec le monde arabe, qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la même chose en Algérie. C'est-à-dire que les communistes algériens soutenaient le FLN, qui était non seulement un mouvement profondément nationaliste, donc normalement, je veux dire à contre-courant du communisme, mais en plus, et ça s'est révélé très vite, mais c'était évidemment, enfin, tous les gens lucides l'avaient compris tout de suite, c'est un mouvement profondément islamiste et islamisé. Et c'est pour ça qu'ils ont, dès qu'ils ont accédé à l'indépendance, ils ont complètement islamisé la société et ils ont expulsé ces fameux pieds rouges. Donc, si vous voulez, ça, c'est un problème propre à l'Occident. C'est-à-dire qu'effectivement, il a complètement dévalorisé son propre nationalisme et il a mis sur un piédestal le nationalisme. Alors, arabe, oui, mais on peut dire aussi vietnamien. Enfin, c'est un peu le procès. Je trouve qu'il a une phrase géniale. On parlait de Zemmour. C'est le procès que Zemmour fait à BHL. Quand il dit, il a cette phrase géniale. Il dit BHL, c'est Zola à Paris, Barès à Jérusalem. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on parle de la France ou de l'Europe, le nationalisme, il est pas saoul, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de mal. Mais dès que c'est, entre guillemets, les peuples opprimés, alors là, oui, effectivement, ils peuvent avoir le nationalisme le plus radical qui soit. On va non seulement le tolérer, mais le soutenir, quoi. Ça, je pense qu'il y a des livres intéressants d'écrire là-dessus, mais je dirais que c'est à mon avis, hein, enfin, c'est l'analyse que j'en fais, tout ça prend sa source au chemin des dames, si vous voulez, à Verdun, quoi. C'est-à-dire que... Alors d'abord, c'est ce que je disais, à l'extrême droite ou à la droite nationale, il y en a. Maintenant, les amis d'Israël, c'est Zemmour, c'est Le Pen, c'est Fillon. Vous voyez, c'est les gens, enfin, c'est Marion Maréchal, c'est les gens d'extrême droite. D'ailleurs, ce n'est pas du tout nouveau. Il faut savoir, c'est extrêmement intéressant, que Xavier Vallat, par exemple, qui était commissaire aux affaires juives, chacun le sait, sous Vichy, était un grand partisan d'Israël. Et il y avait même chez les nazis des partisans du sionisme, parce que justement, au nom du nationalisme, en disant chaque peuple a le droit à son État-nation, etc. Donc, ce n'est pas forcément contradictoire. C'est pas contradictoire que la droite soit plus sioniste que la gauche. Ce qui est très étonnant, c'est que la gauche, effectivement, soit nationaliste et qu'il ne s'agit pas d'identité française ou d'identité européenne, quoi. Ça, c'est effectivement très, très étonnant. Mais encore une fois, pour terminer là-dessus, je pense que ça prend sa source au chemin des dames, c'est-à-dire à Verdun, dans la guerre 14, où, si vous voulez, le nationalisme a est tombé dans une telle absurdité, dans une telle monstruosité, de sacrifier comme ça 50 000 jeunes pour gagner une colline qu'on allait perdre le lendemain,
que ça a oblitéré en fait toute réflexion sur le nationalisme et ça l'a rendu profondément, si vous voulez, néfaste. Et je crois qu'en fait, l'Occident n'est toujours pas sorti de ça, n'est toujours pas sorti du chemin des dames, quoi. Encore une question là. Bonsoir Stéphane. Dans ton livre, tu dresses un portrait très détaillé de Ben Gvir. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais pour toi, est-ce que c'est un épiphénomène, quelqu'un qui est là, qui est un bonhomme dangereux d'extrême droite, et puis on n'en parlera plus dans quelques années, ou pour toi, c'est un grand bonhomme qui va rester, qui a une pensée, qui va avoir des adeptes qui vont être de plus en plus nombreux et qui va faire date quelque part dans l'histoire d'Israël? Non, non, moi, un grand bonhomme, je pense que non. Enfin, il n'y a pas de dimension particulière chez Ben Gvir. Enfin, je le connais assez peu. Hein. Je l'ai rencontré une fois. J'ai un peu lu sur lui, mais je ne peux pas dire que je le connaisse bien. Je connais assez bien quand même la mouvance dont il est issu, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur la jeunesse des collines, sur les territoires, etc. Ce qui est important, en fait, vraiment, pour comprendre ce qui se passe, c'est d'arrêter, en fait, de focaliser sur sa personnalité. Parce que c'est un personnage assez sulfureux, qui d'ailleurs s'est calmé depuis qu'il a fait ses études. Non, c'est vrai, c'était un petit voyou, c'est une petite racaille qui, d'une certaine manière, s'est embourgeoisé. Sans doute, d'ailleurs, je pense, sous l'influence de sa femme. Il a fait des études, ce que je raconte dans le livre, il a commencé à repasser chez Smith, à mettre des cravates, et d'une certaine manière, il est rentré dans une forme de mainstream. Ce que je lui reconnais, et qui, à mes yeux, est extrêmement important, c'est cette faculté qu'il a à fédérer différents secteurs de la société. Parce que le drame du sionisme religieux, c'est son enfermement en fait dans le ghetto des territoires. C'est ces fameuses, enfin c'est incarné, dont je parle aussi là, par ces fameuses vadot klita. C'est-à-dire qu'on vous soumet un interrogatoire avant d'entrer dans un yishuv pour voir si vous correspondez bien au style de vie des gens, quelle chaîne de télé vous regardez, quel livre il y a dans votre maison. Enfin, je crois qu'on est très, très, très loin là, de l'esprit du Rav Kook. Mais c'est ce qui a marqué le sionisme religieux jusqu'à maintenant. Une espèce d'enfermement comme ça sur soi-même. Et lui, il a brisé ça. Donc, quelque part, il a un petit peu forcé aussi Smotrich, c'est-à-dire le courant mainstream du sionisme religieux, à faire de même. Il a réussi à s'ouvrir à toute une population de Tel Aviv. Il y a une séquence absolument fascinante, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais j'en ai pas mal parlé dans mes articles. C'est quand il a été dans un lycée à Ramat Gan, je ne sais pas si tu as vu ça. Il a été accueilli comme un roi par la jeunesse de Tel Aviv, etc. Parce que ça parle à tout le monde quand il dit qu'il faut arrêter de se faire tirer comme des lapins quand on garde des barrages militaires, qu'il faut restaurer l'autorité dans tout le territoire, etc. Donc, ça, je pense que c'est un mérite qu'il a. Maintenant, non, je pense, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il marquera spécialement l'histoire, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, l'isoler, le présenter comme un radical, comme quelqu'un comme ça qui est venu de nulle part. Il est le produit d'un mouvement qui s'enracine très, très, très loin, Ben Gvir. D'abord, tu parlais du Bétar, on parlait de Begin, etc. Cette espèce de, comment dirais-je, d'intransigeance nationaliste, elle est aussi constitutive du sionisme. Elle a toujours existé depuis le départ. Donc lui, quelque part, il est le continuateur de ça, à la mode du jour. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que Ben Gvir, il faut qu'il parle comme Ben Gurion. Non, il n'a pas reçu la même éducation, il n'a pas eu le même parcours. Mais en revanche, l'idéologie qu'il professe, et ça vraiment, je suis prêt à le défendre et à le prouver point par point, elle n'est pas plus nationaliste que celle de Ben Gurion. Je veux dire, encore une fois, Ben Gurion, il avait un projet national, il avait un but à atteindre, c'est celui de créer un État juif, et tous les moyens, enfin pas tous, mais la plupart des moyens étaient bons, y compris celui de l'expulsion massive des Palestiniens. Et il en a usé, et comme dit Benny Morris, qui est un historien de gauche ou d'extrême gauche, s'il n'avait pas fait, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Donc Ben Gvir, c'est ce que je disais aussi à un public là, que j'avais il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que Ben Gvir a fait? Enfin, donnez-moi une loi qui est passée sous Ben Gvir qui s'apparente de près ou de loin à du fascisme ou même à du nationalisme radical. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël depuis 6 mois qui peut laisser penser qu'on est en train de basculer dans quelque chose d'autre? Absolument rien. On voit bien qu'il a les mains complètement liées, d'abord par ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire l'État d'Israël lui-même, quoi. Il y a une administration, il y a des pesanteurs. On n'est pas dans un État où un homme politique arrive et puis il commence à faire ce qu'il veut. Et je regardais hier là, sur Arte un reportage très intéressant sur le Salvador, où là-bas, le
le président a lutté contre les gangs qui pourrissaient complètement la vie des gens, mais de manière complètement radicale, où il y a un état d'urgence, où la police fait ce qu'elle veut, etc. Et ça, c'est le fait d'un seul homme. Mais ça, c'est possible au Salvador, si vous voulez. Ce n'est pas possible en Israël. Israël, il y a une Cour suprême, il y a un Parlement, encore une fois, il y a une administration, etc. Donc, on surestime, en fait, si vous voulez, le phénomène Ben Gvir. Le moment qu'on vit en ce moment, c'est tout simplement la suite de l'histoire. Voilà. C'est la suite de ce qui a été entamé, encore une fois, par Herzl il y a 150 ans. D'ailleurs, dans la dernière campagne électorale en Israël, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Ben Gvir a fait une vidéo dans laquelle il a mis des citations qu'il aurait pu dire, avec à la fin, il y avait écrit BG, et à la fin de la vidéo, on découvre que c'était des citations de David Ben Gurion. Ah non, j'ai pas vu ça. Encore peut-être une question ici, et je crois qu'on va clôturer. Tout d'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant, vraiment très intéressant. Je suis là. Cyril Klitschewski, fondateur du mouvement Maspeak. Je voulais savoir ce que vous pensiez de notre analyse qu'une grosse partie de la population en Israël est otage des différents partis politiques et souffre d'une sorte de syndrome de Stockholm, avec par exemple ceux qui sont pro-Bibi, qui veulent que Bibi alors que Bibi les prend en otage d'un côté, et de l'autre côté, Lapid qui prend en otage l'autre partie de la population et s'acharne pour les faire se diviser au lieu de s'unir. Parce que dans l'union, on aura le bien qui peut générer, mais dans la division, on n'a que le bien des hommes politiques qui peuvent soit contrôler le pays, soit récupérer le pouvoir. Alors, je suis d'accord. Il y a effectivement un enfermement comme ça de l'électorat dans quelque chose qui n'a plus beaucoup de sens, enfin idéologique, ça c'est certain. Parce qu'en vérité, et ça c'est commun à toutes les nations occidentalisées, enfin tous les pays développés, il y a un consensus en Israël sur beaucoup de sujets. Il y a un consensus sur l'économie de marché, il y a un consensus sur la sécurité, on l'a bien vu encore une fois là, à Jenin la semaine dernière. Il y a même un consensus d'une certaine manière sur ce qui se passe dans les territoires, parce que tout le monde voit qu'on ne peut pas bouger en fait. On a essayé de bouger, ça tourne à la catastrophe. Donc on peut, oui, effectivement, considérer que ce sont des divisions artificielles, mais je dirais que c'est peut-être plus des divisions sociologiques. C'est-à-dire que schématiquement, les classes aisées votent à gauche, votent pour Lapid ou Gantz, et les classes populaires votent plutôt à droite, c'est-à-dire pour les partis nationalistes religieux ou pour le Likoud, qui est un véritable parti populaire. Il n'y a pas longtemps, là, un de mes chefs Arte m'a demandé d'aller faire un reportage sur les gens qui n'allaient pas dans les manifestations. Et donc, je suis allé à Sderot. Bon, là, effectivement, les gens votent à 80% pour le Likoud. Ce sont véritablement les classes populaires d'Israël, quoi. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'il y a plus comme ça une division par classe qui est peut-être assez statique. Mais encore une fois, je ne surestimerai pas ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, malgré ça, malgré effectivement une certaine sclérose en fait, du jeu politique, l'État fonctionne extrêmement bien. Extrêmement bien. On le voit, bon, dans le militaire, ça, c'est flagrant. C'est-à-dire que bon, les décisions sont prises très vite, sont souvent les bonnes décisions, etc. Mais on le voit aussi dans l'économie. C'est un pays qui est très bien administré, qui a une dette qui est contenue. Voilà, je disais au début, qui a eu une conduite exemplaire quand il a été confronté au virus, qui a une diplomatie cohérente, unifiée, qui n'est pas contestée par l'autre partie, par l'opposition. Je pourrais parler de la santé, des coûts de pétrole. Enfin, dans tous les domaines, si vous voulez, la société, je trouve, fonctionne de manière remarquable. Si on compare à la France, évidemment, où il y a tout un tas de blocages, il y a très, très peu de blocages, finalement, quand on regarde vraiment dans la société israélienne. Donc, c'est peut-être aussi le secret, enfin, des secrets d'Israël, c'est que c'est un pays qui n'est pas gouverné par le haut. Ça l'a été. Par exemple, si on se rapporte à l'époque de Ben Gurion, si Ben Gurion n'avait pas pris certaines décisions tout seul, c'est-à-dire même contre son état-major, contre ses ministres, etc., probablement qu'il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Pas rentrer dans le détail, mais il a pris quelques décisions complètement cruciales. La décision même de créer l'État d'Israël. Déjà, absolument contre tout le monde, effectivement. Isaac Cherki a coutume de dire que la proclamation par Ben Gurion de l'État d'Israël, c'est plus fort que la traversée de la mer Rouge au niveau du miracle. Au niveau du miracle, rien que cette proclamation, c'est-à-dire que le fait qu'un petit enfant du Cheder, né dans un environnement, mais ou même de tenir un couteau dans la main, c'est quelque chose qui n'est pas l'esprit des gens, vous voyez, qui n'avait pas combattu depuis 2000 ans, etc., qu'en moins de, ça, dans l'espace de sa vie, tout simplement, même pendant une génération,
il arrive à devenir un chef de guerre et à déclarer la guerre à 5 pays arabes coalisés contre l'avis des États-Unis, contre son état-major, contre le Palmar, etc., c'est absolument inouï qu'il ait eu ce courage. Donc à ce moment-là, vraiment, si le destin d'Israël était peut-être dans les mains d'un homme. Mais actuellement, on voit bien que c'est le contraire. Le destin d'Israël, il est entre les mains de son peuple. Et chacun, en fait, à son échelle, agit sur ce destin. Et ça, je trouve qu'on le voit très bien. Parce que c'est un truc très flagrant en Israël. Les gens sont très bons dans leur métier. Voyez, c'est les meilleurs médecins, les meilleurs high-techistes, les meilleurs agriculteurs, les meilleurs chanteurs, tout ce que vous voulez. Et dès que vous montez en fait dans l'échelle, les gens sont mauvais. Non, c'est vrai. Les hommes politiques, ce que je disais, le débat politique est de très bas niveau. Les intellectuels sont de très bas niveau. Si on compare par exemple à la France, c'est les littérateurs, c'est-à-dire les hommes de lettres. C'est très, très uniforme. Il y a très peu. Il n'y a pas un Houellebecq, par exemple, en Israël. Il n'y a pas un Finkielkraut. Il n'y a pas des gens comme ça, vous voyez. Parce que les élites, encore une fois, ne sont pas au niveau de la base. C'est vrai dans le monde haredi, mais c'est vrai dans Israël en général, quoi. Dernière question et on clôture. Assez court. Ouais, bonsoir. Moi, j'ai envie de revenir juste sur ce qu'on a parlé par rapport au territoire, aux accords d'Oslo, qui sont un peu les solutions à deux États, qui en fait n'est pas une solution parce qu'on ne trouvera jamais de solution. Je voulais savoir, est-ce que Trump, dans son fameux deal du siècle qu'il a voulu apporter, s'il n'y avait pas eu tout ce balagan, entre guillemets, avec les élections, etc., est-ce que ça aurait apporté quelque chose de nouveau pour nous ou pas du tout, ça aurait été un autre deal complètement inutile? Alors, le maire d'Ariel, qui est pourtant du Likoud, je crois, il m'a dit c'est le fils fou Saméa, cette histoire. C'est-à-dire qu'on a raté un truc historique en repoussant ce deal. Moi, j'avoue que bon, je ne suis pas vraiment compétent en fait, pour savoir, je n'ai pas étudié ça en profondeur. Ce qui est certain, c'est que Trump avait d'excellentes intentions par rapport à Israël. Maintenant, bon, je dirais peut-être le point faible de son plan, c'est que je ne vois pas comment il aurait pu être accepté par les Palestiniens. Et en fait, on nous vient toujours à ça. C'est-à-dire qu'en fait, son plan, il est réalisé au quotidien par Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne le dit pas, mais Israël fait comme si ce plan il était déjà en œuvre. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dessiner une carte du territoire qui est à peu près celle de Trump. Ça veut dire, en gros, des espaces palestiniens sans souveraineté réelle, avec une forme d'autonomie, mais qui en fait est une autonomie municipale, réduite à quelques poches comme ça, populeuses, c'est-à-dire Jenin, Naplouse, voyez, après Ramallah, la banlieue nord de Jérusalem, Hébron et le nord le sud du Gush Etzion. C'est-à-dire qu'il va y avoir des quelques poches, si vous voulez, de souveraineté réduite pour ce qu'avait prévu Trump dans son plan pour les Palestiniens, et tout le reste sera contrôlé par les Israéliens. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est en œuvre aujourd'hui, maintenant où je vous parle. C'est-à-dire que là, ils sont en train de construire des routes, ils sont en train de construire des tunnels, ils sont en train d'aménager des réseaux d'eau, de faire venir de la 5G, etc., pour que tout ça se mette en place et qu'un matin, on se réveille, on dit en fait, bon, bah, c'est fini, vous voyez. Mais ça ne règle pas le problème palestinien. Ça n'empêche pas des groupes armés comme la Fosse au Lion de soulever et d'aller tirer les gens qui circulent sur les routes, vous voyez. Alors, ils vont limiter ça, oui. Ils vont faire des routes plus larges, ils vont faire plus de contournements pour qu'on traverse moins les villages arabes. Ils vont renforcer les systèmes de surveillance. Bientôt, je ne sais pas, ils iront avec des petits drones dans le camp de Jenin pour tirer sur les types pour pas qu'il y ait de morts du côté israélien. Vous voyez, il y aura une gestion qui va évoluer. Mais je ne vois pas d'autres, si vous voulez. Ce n'était pas une solution, si vous voulez, la solution de Trump. C'était peut-être une officialisation de ce que fait déjà Israël. C'est-à-dire une annexion rampante de la Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'annexion express. Il peut y avoir qu'une annexion rampante. En attendant, voilà, soit ce momentum démographique, soit que le roi d'Arabie Saoudite dise en fait, j'ai bien lu le Coran et les Juifs qui sont dans le Coran, c'est bien les Juifs là qui sont devant nous, donc il faut s'arranger avec eux. Non, mais enfin, ça existe. Hein, j'en parle surtout dans le livre précédent, mais j'en parle aussi un peu dans celui-là. Il y a des imams qui disent ça, déjà en Jordanie, au Koweït, en Arabie. Ils disent exactement ce que je viens de vous dire. Donc peut-être qu'à un moment, il y aurait une paix, mais là, vraiment par le haut. C'est-à-dire de dire, voilà, ce conflit, quelque part un peu ridicule à l'échelle du monde, vous voyez, et qui ne fait que du mal aux Palestiniens, qui ne leur permet pas d'évoluer, de se développer normalement, qui les enferme comme ça dans une espèce de djihad stérile. Peut-être qu'il a assez duré. Peut-être qu'un jour, oui, les Arabes diront ça. Ce n'est pas du tout exclu. Par rapport à ce qu'on vient de vivre, moi, si vous voulez, août 2020, ça a été un des plus grands chocs de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai vu les Émirats arabes unis faire la paix avec Israël, enfin, ces échanges de lettres, etc.,
sans aucune concession d'aucune sorte de part et d'autre. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout venir, quoi. Donc, pourquoi pas? Mais en attendant, vous voyez, c'est ce qui va se passer, c'est ça. C'est une avancée comme ça du projet colonial, entre guillemets, jusqu'à son terme, quoi. Merci beaucoup. Merci Stéphane Amar. Merci à toutes et à tous d'être venus. Le livre est en vente à la sortie et le livre précédent aussi de Stéphane Amar. Suite à une demande de participants, si quelques personnes sont intéressées à faire Arvit, vous pouvez sortir par la porte d'en bas et vous réunir pour faire Arvit.